Apple fait sa révolution. On a rarement eu une conférence WWDC avec autant d'annonces aussi majeures que symboliques. Déjà, tous les OS d'Apple changent de nomenclature pour se caler sur l'année en cours. Et puis comment ne pas parler de Liquid Glass, la toute nouvelle refonte graphique d'Apple qui s'immisce partout sur tous ses appareils. Que ce soit l'iPhone, les Mac, l'iPad, l'Apple Vision Pro, l'Apple Watch, tous reçoivent aussi une tripotée de nouvelles fonctionnalités. Le tout agrémenté évidemment d'intelligence artificielle. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on vous résume tout ça, là maintenant, tout de suite. Avant de rentrer vraiment dans l'hyper vif du sujet avec Liquid Glass, beaucoup de private jokes ont été faites avant cette émission. Je vous laisse deviner la nature de la banane. Je vous laisse traîner sur internet et vous trouverez votre bonheur. On va juste rappeler un peu quand même ce gros changement sur l'ensemble de l'écosystème Apple. iOS, entre guillemets, saute une tonne de générations pour s'appeler maintenant iOS 26, comme macOS 26, comme watchOS 26, comme visionOS 26. Pourquoi, comment, c'est quoi un peu qu'est-ce qui se cache derrière ce choix d'Apple, si quelqu'un veut prendre la parole? On lève la main. Non, je déconne. Moi, je peux me lancer. Derrière la nouvelle nomenclature le contexte autour de cette conférence qui était quand même très attendue, justement, et pourquoi c'est une conférence un peu particulière par rapport à ce que Apple a pu faire les années précédentes. Déjà, on partait d'un Apple qui n'a pas réussi à trop convaincre sur cette dernière année avec leur mise à jour. Ils ont eu pas mal de soucis, notamment du côté de Apple Intelligence qui n'a pas beaucoup convaincu. Donc voilà, tous les regards étaient braqués sur eux. Et pour cette WWDC 2025, ils ont annoncer des gros changements, et le premier d'entre eux, c'était ce changement de nom majeur. C'est vrai qu'iOS sent beaucoup de générations. Le pire, c'est quand même visionOS, qui passe de visionOS 2 à visionOS 26 direct. C'est le turfu. Et bon, évidemment, c'est pas l'idée de sauter 24 générations, c'est l'idée de avoir un nom un peu plus logique et un peu plus facile à suivre. C'est tout simplement une référence à l'année 2026. Et pourquoi 2026 alors qu'on est en juin 2025? C'est parce que ces OS-là ne sortiront que à l'automne, et en fait la majorité de leur vie ils vont la passer plutôt en 2026. Ça sortira en septembre-octobre, on va dire, selon les plateformes. Donc le gros de leur durée de vie, ce sera en 2026, surtout que Apple a pris l'habitude de publier ses mises à jour au compte-gouttes, et enfin en tranches, on va dire. Tout ce qu'on a vu de présenter là hier, en réalité, il y a qu'un sous-ensemble qui sera lancé dès septembre. Et puis après, il faudra attendre iOS 26.1, 26.2, 26.3, etc. pour avoir vraiment l'ensemble des nouveautés. Ça permet aussi pour Apple de montrer, ils ont toujours été très écosystème, tous nos appareils sont interconnectés et tout. Et ça renforce ce message de voir que tous sont alignés sur 26. Pour dire voilà, ta WatchOS qui était du coup WatchOS justement c'est exactement la raison pour laquelle maintenant on sait on n'a pas besoin de ça maintenant c'est 26, tout le monde est au même niveau, exactement, et du coup ça au moins c'est vrai que ça simplifie la lecture quand même, ça fait bizarre la première fois, mais maintenant je pense que ça sera ok. Et tu me disais que je serais le référent, ça existe sur Android. Samsung avait fait pareil, du coup ils sont passés de S10 à S20 sur leur appareil le nom du smartphone hardware, mais sur le nom du smartphone ils se sont calés sur l'année aussi. Et c'était aussi une manière de dire voilà, maintenant c'est facile à retenir, ça sort telle année, c'est ce nom-là. Et du coup, ça fait toujours le petit vanne au début en mode qu'est-ce qu'ils savent pas compter. Et ensuite, bon. On valide, toi Guillaume, tu valides dans l'idée cette idée. Vous avez tout dit, Cassim, Omar, je vais pas en rajouter. Mais c'est vrai que c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est le truc aussi qui peut laisser place à des petites coquilles. On a vu des bêtas de iOS 19 passer de la part d'Apple, donc voilà, ils corrigent le truc un petit peu. Mais oui, c'est un premier message de cohérence. Et puis il y a le deuxième, évidemment, qui est le design. Je pense que c'est deux gros messages de cohérence qu'ils veulent dans les OS. Moi j'aimerais bien quand même que du coup ils en profitent pour changer le nom de leur puce aussi, parce que par contre je serais incapable de te dire exactement de rappel à 18, à 17 Pro, à machin. J'aimerais bien qu'il simplifie, enfin que ce soit le même numéro entre le numéro de l'iPhone, en gros que l'iPhone 16 il a la 16, tu vois, l'iPhone 15 il a la 15, etc. T'es en train de désamorcer des heures de brainstorming. Pardon. Mais si Cupertino m'entend, ce serait quand même pas mal. Vraiment, ce serait plus simple de s'y retrouver. Vivant Siri 26. Alors, ça, c'est une petite vanne. On y reviendra après, mon cher Cédric. Antoine Fromager qui dit: je suis d'accord avec toi. Ce qui est intéressant de voir, c'est que il y a un dénominateur commun, je trouve, dans cette conférence. C'est l'idée de vouloir tout unifier, tout uniformiser à travers du coup la nomenclature, mais aussi à travers une nouvelle DA, une refonte graphique, l'une des plus importantes de l'histoire d'Apple, si on ne prend pas en compte en 2013 iOS 7,
C'était là la première grande refonte graphique de l'époque. On est, disons, sur la seconde grande refonte graphique avec le fameux Liquid Glass. Est-ce que quelqu'un veut bien rappeler alors ce que c'est? Évidemment, on va le voir à l'image tous ensemble. On est sur un choix fort, un peu clivant peut-être. Il y en a qui vont peut-être aimer, moins aimer. C'est quoi le principe de Liquid Glass? Peut-être Guillaume, si tu veux reprendre un peu. Le principe de Liquid Glass, c'est finalement le rendu de tous les appareils qu'on va avoir chez Apple avec les OS 26. Du coup, quel que soit l'appareil que vous avez, vous allez avoir ce rendu avec un espèce d'effet de matière presque et de transparence. Bon, voilà, ça parle. Le nom est plutôt explicite, je trouve. C'est une espèce de verre qui a ses composantes de voilà, transition, de mise en liquide, selon les transitions d'interface que peuvent proposer Apple. Et donc, c'est le nouveau langage de design que propose Apple. Est-ce qu'on peut faire une comparaison avec Material Design chez Google? Je crois pas, mais on reverra la portée du design chez Apple qui n'est pas la même que chez Google, mais en tout cas c'est ce à quoi va ressembler l'appareil Apple qu'on va avoir dans les années à venir. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'ils ont quand même un acquis Apple, c'est qu'ils ont plein d'utilisateurs qui ont déjà acheté plein de leurs appareils, il faut pas les perdre. Et parmi tous ces utilisateurs, il y a des utilisateurs très grand public qui sont pas forcément experts de technologie, et il va falloir qu'ils trouvent leur repère, et en même temps ils ont besoin de mettre un petit coup de modernité et d'arriver à unifier tous les appareils comme on vient de le dire. Donc quelque part c'est un jeu d'équilibriste et j'ai l'impression malgré tout que dans ce jeu d'équilibriste c'est un choix qui est plutôt pertinent. Moi ça a tendance à me séduire, ça parle pas, et puis je pense que c'est pas la dernière version de Liquid Glass qu'on a là sous les yeux, ça va évoluer au fil des bêtas, mais en tout cas c'est quelque chose moi que je trouve plutôt enthousiasmant pour répondre à cet objectif d'unification et de modernité. Vous voulez rajouter quelque chose? Vas-y. Tu disais que la précédente refonte datait de quoi? iOS 7, c'est ça? Oui. D'ailleurs, à l'époque, pour souligner ce que tu viens de dire, iOS 7, la toute première version, elle n'avait pas forcément beaucoup plu, et il avait fallu qu'ils recorrigent derrière pas mal d'éléments d'interface pour arriver au design qu'on connaît aujourd'hui, enfin qui a suivi jusqu'à aujourd'hui. Et je voulais juste ajouter un petit distinguo, je pense, qui est important et que sur lequel Apple n'a pas forcément été ultra clair, on va dire. C'est le fait qu'il y a, on va dire, deux éléments à Liquid Glass. Il y a d'un côté un nouveau thème et de l'autre côté le changement d'interface. En gros, là, ce qu'on voit beaucoup en image, ça va être vraiment le nouveau thème qui s'ajoute au thème clair et au thème sombre. Il y a un troisième thème désormais. Que personne ne va utiliser. Voilà, on va le tester, mais c'est le truc dont tout le monde se moque sur Internet parce que c'est inutilisable. C'est là où il y a c'est les icônes transparentes, les notifications transparentes. C'est inutilisable dans la version. Tu parles de ça par exemple. C'est catastrophique en termes de. Léo Duff qui a publié ça, et c'est vrai qu'en termes de lisibilité, c'est catastrophique. Oui, il y en a eu plein d'autres. C'est une bêta, on rappelle, c'est une bêta en bêta. Des bêta développeurs, donc ne mettons pas trop la charrue avant les bêta. Bien sûr. Non, mais bien sûr. Mais du coup, voilà. Donc ça, mais on va dire ce sur quoi Internet s'attarde beaucoup, c'est vraiment ce thème liquide, là, ce thème vitre, ce thème transparent, mais qui n'est que finalement l'élément, je pense, le moins important du passage à Liquid Glass. C'est-à-dire que, en fait, Liquid Glass, tu vas aussi l'avoir, même si tu restes sur le thème sombre ou le thème clair, à travers tous les éléments d'interface dans les applications, où là, ça va avoir, à mon avis, beaucoup plus de sens. Donc ça va être des nouveaux contrôles, des nouveaux boutons play, pause, précédent, menu, etc. C'est toute une nouvelle logique qu'il va falloir avoir, qui va être, à mon avis, plus moderne et plus intéressante, avec des effets de transparence, mais des effets de transparence peut-être un peu plus intelligents pour justement mettre en exergue des éléments importants sur lesquels tu vas pouvoir interagir. Et donc, faut vraiment faut aussi, comment dire, se dire que c'est une mise à jour profonde du système, et que du coup toutes les applications qui utilisent, par exemple si tu avais fait ta propre application à toi de ton côté, d'application de lecture vidéo qui s'appelait Grégoire Vidéo, il y avait me donne une idée là. Il y avait un bouton Play que tu utilisais, qui était le bouton Play d'Apple, en fait, que Apple te fournissait au moment de développer ton application. Bah là, au passage à Liquid Glass, ce bouton va changer automatiquement parce que là, vraiment, Apple va mettre à jour toute sa librairie d'assets graphiques que les développeurs utilisent. Donc c'est vraiment, on va retrouver ces changements-là aussi dans plein d'applications, même en dehors de celles d'Apple, quoi. Il y a quand même Wendigo qui nous dit quelque chose d'intéressant. J'espère que pour les utilisateurs, il y aura le choix de l'enlever. Est-ce que ça va être imposé ou alors ça va être une forme de customisation qu'on pourra contrôler? De ce que j'ai vu, apparemment, tu peux l'atténuer un petit peu, mais c'est dans les paramètres, etc. Mais encore une fois, bon, c'est une bêta développeur, donc on va voir comment ils vont le
le faire évoluer derrière, mais quand même, ils sont quand même pas mal sur la personnalisation, notamment depuis iOS 18. Voilà. Mais dans les applications elles-mêmes, si le développeur n'a pas prévu de personnalisation particulière d'application, et je pense pas que ce sera le cas pour les applications d'Apple, genre Apple Note, t'auras pas le choix, ce sera l'effet transparent partout, ou Apple TV, ou ce que tu veux. Mata qui nous dit Apple n'est pas du genre à pouvoir customiser quoi que ce soit, je doute qu'on pourra pacifier le son. Ça il y aura plus quand même, mais ça reste Apple. Ouais, juste mesure, quoi. Ouais. Alors, ok, intéressant. Mais c'est vrai qu'il faut bien différencier quand même ce que tu disais, Cassim, le thème là, avec les icônes transparentes. Ça, je suis à peu près persuadé qu'au même titre qu'il y a les icônes aujourd'hui qu'on peut mettre en noir et une couleur, enfin voilà, on fera peut-être joujou avec, et peut-être que certaines personnes, ça va répondre à leurs besoins, mais j'ai le sentiment que c'est quand même pas le truc qui démontre forcément beaucoup de pertinence. L'ensemble du thème des petits éléments d'interface, tu prenais l'exemple de l'application Notes, on voit bien qu'il y a l'interface Note un peu traditionnelle du cœur de la note avec les petits boutons, puis il y a les éléments d'interface de Liquid Glass qui se rajoutent par-dessus. Donc voilà, c'est des choses qui vont s'adapter aussi au fil des applications. Moi, il y avait deux choses que je voulais dire sur le côté, sur les problèmes. D'abord, sur le problème de Liquid Glass, il y a avec la transparence et tout, c'est quand même. J'espère que Apple pourra le corriger vite là tous les retours qu'on a sur la lisibilité, et notamment aussi parce qu'Apple c'est quand même un très bon élève côté accessibilité normalement. Ils le mettent très en avant, et là, on est clairement sur un oubli pour les personnes malvoyantes ou des choses comme ça, parce que déjà bien voyants on a du mal, donc imaginons les personnes malvoyantes. Pour Apple c'est quand même un argument toujours important. Ils ont toujours beaucoup misé sur nous on pense à tout le monde, on pense accessibilité, inclusivité, donc ça c'est quand même je pense que ça va être dans leur top priorité d'ici la bêta grand public, je sais pas comment on appelle ça exactement. Et j'ai oublié le deuxième point que je voulais dire sur Apple, sur le Liquid Glass, ça va me revenir. Bon, en tout cas, sur le côté évolution, c'était intéressant aussi de voir. Donc c'est quand même seulement la troisième grosse refonte, et c'est marrant de se rappeler qu'au tout début, de voir à chaque fois les problématiques que traverse Apple pour le design. La première fois c'était alors les écrans tactiles ça existait, mais c'est comme l'iPhone et l'iPad qui ont démocratisé, on va dire, en tout cas qui ont touché un large public avec des écrans tactiles, donc il fallait que les gens sachent utiliser les boutons. Donc on a fait ce qu'on appelle le skeuomorphisme. Tout à fait. C'est ça. Je saurais pas l'écrire de tête. Il doit y avoir un cas quelque part, il me semble. Je crois qu'il y a un O au milieu. Je crois que c'est skeuomorphisme. Et du coup, j'ai lu ton article. Ouais. Et l'idée, c'était une coquille. Et l'idée, c'était d'imiter le réel, vraiment. Donc le calepin, c'était un calepin à l'ancienne avec les lignes, machin et tout. Le Game Center, il y avait les petits chevaux, et quand tu l'ouvrais, tu avais le verre des tables de blackjack. Enfin, vraiment à l'ancienne, quoi. iOS 7, c'était vieillot. Les gens avaient appris à utiliser les trucs. Ils ont donné un coup de neuf, et du coup on était plus dans l'ère du numérique et du Windows Phone était passé par là. Pour le coup, non, oui, mais c'est vrai, c'est le marrant. flat design, je suis désolé, s'il y a bien un truc que Microsoft a fait. Windows Phone. L'interface métro. Et là c'est intéressant de voir que c'est quoi, 12 ans, 13 ans après iOS 7, il fallait à nouveau donner un coup de neuf, mais pas trop non plus, parce que sinon tu perds les gens, etc. Non, mais c'est pour rebondir sur ce que tu dis, il y avait deux besoins. Il y avait un besoin, c'était celui de uniformiser, parce que Apple était un peu parti dans tous les sens les dernières années, notamment avec l'arrivée de Vision OS. En fait, il y avait des éléments d'interface. Moi, je peux en trouver un facilement sur mon iPhone. C'est le bouton. Il y a un nouveau bouton qui apparaît sur l'iPhone depuis quelques années, c'est le bouton d'action. Le menu de paramétrage du bouton d'action ne ressemble à rien d'autre de ce qui se trouvait dans iOS. Ça n'a aucune cohérence graphique avec ce que fait Apple d'habitude. Et donc en fait il y avait un besoin de un peu pareil dans iMessage. Dans le message il y a déjà des trucs un peu Liquid Glass quand dans l'interface de Apple Message, alors que c'était complètement absent du reste d'iOS. Donc il y avait un besoin, je pense, un peu chez Apple de rentrer un peu en cohérence, parce qu'ils étaient un peu partis dans tous les sens. Et puis ils ont évoqué dans la conférence le fait qu'ils ont beaucoup plus de puissance graphique sous le coude désormais, avec toute leur nouvelle génération de produits. Et donc, il y avait matière à l'exploiter, cette puissance graphique, et donc autant se faire un peu plaisir avec des trucs un peu plus qui font plaisir à l'œil, quoi. Et du coup, là, on peut considérer qu'il n'y a plus vraiment de fragmentation esthétique du coup entre les différents écosystèmes d'Apple. Mais du coup, est-ce qu'on va pas se faire chier un peu, entre guillemets, tu vois, est-ce que macOS avant, ou Vision OS avant, iOS avant, ça va pas manquer de caractère maintenant, vous voyez ce que je veux dire, ou je suis un peu dur, hein? Je trouve, en tout cas, déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont pas allés super loin. C'est qu'en fait, en réalité, c'est quand même une refonte esthétique assez légère. Les rumeurs parlaient d'une refonte assez profonde, etc. Déjà, on arrive du mal à distinguer la question d'un thème avec la refonte des boutons, etc. On est loin de repenser. Disons que
Moi, j'aurais aimé voir un Apple repartir d'une feuille blanche et se dire, si on devait inventer l'iPhone en 2025, avec tout l'acquis qu'on a en termes d'application, de savoir ce qui est populaire et tout chez nous, qu'est-ce qu'on ferait, quoi, si on devait réinventer finalement le truc, quoi. Mais j'ai l'impression qu'on pourrait aller beaucoup plus loin que ce que iOS ou l'écosystème Apple propose aujourd'hui en matière d'interface. On est encore sur la grille d'applications, les carrés, les widgets, etc. Est-ce qu'il n'y avait pas matière à inventer des nouveaux trucs, à réunir certains éléments, certaines fonctionnalités? Voilà. Genre, petit exemple, je pense que les réglages, par exemple, sont toujours glissés au fin fond d'un sous-menu des réglages. C'est l'enfer, ça, non? Et voilà, disons que pour certaines applications type l'appareil photo, c'est quand même pas super pratique à utiliser. C'est plus très 2025, quoi. Tu voulais intervenir, Omar? Non, je rejoins Cassim. Après, c'était pour ta question, est-ce qu'on s'emmerde? Je pense qu'après, là, on a un point de vue aussi, on est dedans, nous, on veut être un peu... voilà quoi, Apple, eux, leurs consommateurs, en fait, ils veulent juste quelque chose qui fonctionne bien. Et je pense que l'argument de unifier tous les appareils, c'est un bon argument. Ouais. Il faut bien le faire maintenant, mais c'est un bon argument. Et que ça, c'est un argument qui va parler aux gens qui utilisent ces téléphones sans, tu le signalais tout à l'heure, Guillaume, le côté pas forcément plongé dans la tech, etc. et tout. Il faut savoir parler au grand public, et sur ça, je pense qu'ils ont fait un bon move. Pour l'instant, en tout cas, sur le papier. Apple n'a pris aucune prise de risque technique majeure sur cette WWDC. On est sur quelque chose de... On peaufine l'existant, quoi. C'est un peu ça, la finalité de cette conf. On le verra au fil des bêtas. J'ai quand même, moi, des interrogations, puisqu'ils nous disent que Liquid Glass, c'est possible maintenant, parce qu'il y a des appareils qui sont bien plus puissants qu'on avait à disposition à l'époque. Et on peut très objectivement être d'accord avec eux, quand même, quand on voit... Et ça reste des bêtas, donc il faut marcher sur des œufs et faire attention quand même à ce qu'on voit passer. Mais on voit des premiers comportements des bêtas, là, sur des iPhones, donc les plus anciens, pris en considération, des iPhones mini, etc. On sent que ça rame un peu, quoi. Donc, est-ce que ça va pas aller cramer de la batterie, aller sucer du processeur pour faire tourner tous ces trucs-là? On sait pas, quoi. Va falloir vendre de l'iPhone 17. Bien sûr, avec Apple Intelligence, évidemment. On nous demande si est-ce que finalement Apple en général ne nous ennuie pas depuis déjà 2 ans. J'ai presque envie de l'élargir la question. Est-ce qu'on s'ennuie pas depuis de nombreuses années sur le marché des smartphones en termes d'évolution technique, évolution majeure, etc. En tout cas, on s'amuse plus sur du milieu de gamme. Ça c'est sûr. Côté Android, c'est au milieu de gamme qui nous a plus avec un petit signe dans l'équation, même sur l'entrée de gamme. Mais même chez Apple, en vrai, même si c'est pas de l'entrée de gamme, l'iPhone 16e, c'est encore ce qui est le plus intéressant dans ce qu'a lancé Apple. Enfin, en tout cas, plus intéressant à décortiquer, à analyser. D'ailleurs, qui n'est pas un flop, contrairement à toutes les critiques qu'on peut lui adresser et qui sont justifiées. Il est dans le top 10 des smartphones les plus vendus en mars en Europe. Ça me fume. Voilà. Petite parenthèse. Bon, intéressant en tout cas, Liquid Glass. Moi, on peut résumer ça comme quelque chose de prometteur. On est sur une bêta dev. Je pense qu'il faut attendre la version finale et stable pour voir vraiment ce que ça va donner dans l'UX. Intégré entièrement sur un iPhone. Et puis même dans les années à venir, est-ce que c'est une base sur laquelle dans les années à venir ils vont faire des grosses améliorations, ou est-ce que là c'est vraiment ce qu'on a vu, c'est ça y est, c'est l'esthétique pour les 10 ans à venir, quoi. Et il est dit que c'est aussi une préparation pour l'arrivée de l'iPhone qui va fêter les 20 ans de la marque. Il y a un lien entre cet iPhone commémoratif et Liquid Glass, c'est ça? C'est Mark Gurman, toujours lui. Le même. Donc, journaliste chez Bloomberg, qui est vraiment spécialisé depuis des années. Tellement fort. On dirait qu'il bosse chez Apple. Enfin, en tout cas, des fois il dit source proche du dossier. Je crois que c'est Tim Cook littéralement en direct ou Craig Federighi qui lui donne les tips. Mais du coup, c'est lui qui disait notamment, il prépare ça. Parce que c'est en termes de storytelling, voilà, visuellement et tout, ça va matcher avec l'iPhone des 20 ans. Je sais pas comment il va s'appeler, mais l'iPhone des 20 ans qui veut le sortir en 2027, c'est ça, dans 2 ans, qui aurait un écran un peu hors du commun, courbé sur les 4 côtés, sans interruption au niveau de l'affichage, donc pas d'encoche, pas de poinçon. On va voir comment ils vont faire pour faire le Face ID. C'est apparemment ça le projet. Il disait voilà, et ça prépare le terrain à cet iPhone des 20 ans pour 2027. C'est tout ce qu'il dit en fait. Pour le moment, il dit, je crois que son article c'était juste Liquid Glass, c'est pour l'iPhone des 20 ans. C'est comme ça qu'il titre, et après il développe un peu, donc à voir.
je pense, je sais pas à quel point les gens pareil seront sensibles à cet argument en mode ah mais oui les coups de glace c'est l'écran. C'est évident. Mais bon. J'ai une autre interprétation sur qu'on pourrait rajouter, mais qui finalement exclut pas d'ailleurs celle d'un iPhone Glass. C'est aussi, j'y vois peut-être un petit peu parfois le délire et la volonté d'un Tim Cook, vieillissant, qui pourrait vouloir dire moi je veux imprimer ma marque jusqu'au bout. On a sorti le casque, le Vision Pro, et ça tourne avec Vision OS. Il y a une espèce d'interface déjà basée sur la transparence. Ils l'ont dit eux-mêmes, ils se sont beaucoup inspirés de Vision OS 2 pour faire cette version de Liquid Glass, du design. Je peux pas m'empêcher de voir un Tim Cook qui dit non mais voilà le produit sur lequel j'ai beaucoup bossé, sur lequel j'ai beaucoup investi à titre personnel, vous allez en manger dans l'interface, dans les appareils jusqu'à ma mort et même après. Bon, je sais pas si c'est vrai. Il y a moyen, en vrai. Tout à fait. Je le vois comme ça. L'envie de laisser un héritage. Probablement pour ses dirigeants, ça doit avoir du sens. Et c'est quelque chose qui lui a souvent été reproché par ces observateurs qui analysent l'ADN et la vision de chaque chef d'entreprise comme ça dans la Silicon Valley. Et je pense que Tim Cook, ça doit en même temps, il souffre de la comparaison avec Steve Jobs. C'est pas facile de passer après, qui est idolâtré. Il a fait le job, quoi. Les biopics sur Tim Cook, je suis pas sûr qu'il va y en avoir 400 000. Exactement. Et pourtant, il a emmené l'entreprise à être la plus capitalisée, mais il se fait doubler par Nvidia, mais ça se bat avec Nvidia en termes de valeur. Steve me manque. Voilà, tu vois, et pourtant, pareil, pour être très critiqué et tout, il a été idolâtré, idéalisé. Malgré de nombreux défauts. Pas sûr que le Apple aujourd'hui sous Steve Jobs il aurait cette gueule-là. Mais pas forcément dans le bon sens du terme. Cédric pose la question, est-ce que Steve Jobs aurait approuvé cette vision d'iOS? On sait pas. On pourra jamais le savoir, mais c'est une question qui peut légitimement se poser. Mais en tout cas, il passe après un Steve Jobs iconique, et c'est vrai que c'est super dur pour lui, et je pense que tu as raison dans le côté laisser ma marque quelque part. Vu comment ces entreprises marquent notre quotidien et tout, c'est comme un politicien, un homme politique veut laisser sa marque, machin et tout, de la meilleure ou la pire des manières. La comparaison est un peu... Non, c'est vrai, je sais que quand tu regardes des émissions politiques, il y en a beaucoup des observateurs politiques qui expliquent à quel point un président de la République, par exemple en France, veut marquer, quel que soit celui que tu prends, veut un peu marquer et laisser sa patte, et des fois mettre son nom. Le musée, etc. Tout à fait, on va retrouver Liquid Glass un peu tout au long de l'émission, parce que finalement on le retrouve sur toutes les interfaces, donc on va le recroiser en images, et on va passer au second sujet qui est forcément iOS 26, mais avant ça forcément aussi petit jingle. Alors, iOS 26, il y a eu plein de nouveautés à l'appel. On va pas toutes les passer en revue. Par contre, on vous a sélectionné les 5 meilleures nouveautés marquantes à nos yeux. Et on va commencer, Omar, par la traduction automatique et en direct. Alors, tu peux nous expliquer un peu en quoi ça va consister, même si... ça coule de source. C'est donc de la traduction... Elle est en automatique. Vous prenez deux langues. Ok, alors c'est une nouveauté. Oui, c'est sur l'application téléphone, message et FaceTime qu'il y a de la traduction en direct, en instantané, et qui tourne en local. Donc c'est bien l'intelligence artificielle, donc Apple Intelligence, qui s'occupe de ça, mais qui le fait localement. Donc votre conversation n'a pas besoin de passer dans du cloud ou quoi que ce soit. Et en plus, ça permet d'avoir quand même un traitement plus rapide. D'autant plus que même dans les démos, on a vu qu'il y a un petit temps de latence qui peut nuire. C'est pas catastrophique, mais ça peut nuire à la fluidité de la conversation. Du coup, de cette traduction automatisée, ils l'ont montré. Il y avait l'exemple avec la mamie française qui parle à sa fille ou petite fille aux États-Unis. C'est mal joué. Et je sais pas si c'était le meilleur exemple qu'on pouvait imaginer d'un cas de traduction dans la vie courante, que la grand-mère soit Mon petit secret, c'est... non, elle lui dit c'est un truc comme ça. Il y a un petit temps de latence et ensuite elle fait oh, ok, cool, thank you very much, mamie. Un truc comme ça et tout. Et bref. Oui, la latence était très bizarre. Il y avait la latence un petit peu qui crée un peu ce... Mais bon, au moins, j'imagine que ça veut dire que ça va ressembler à ça. Ils n'ont pas essayé de tricher ou quoi que ce soit. Ouais. Et, mais c'est vrai que c'est un peu le dada de tout le monde. On a Samsung qui fait ça
que en termes que sur les appels téléphoniques où tu peux faire la traduction en instantané aussi grâce à Galaxy AI. Ouais. Là, ça marche aussi du coup via FaceTime et via les messages donc textuels en texte, ça va marcher aussi pour traduire. Et on parlait Google I.O. aussi un petit peu. À la Google I.O., ils ont montré Google qu'ils pouvaient le faire avec Google Meet. De l'anglais à l'espagnol et inversement pour le moment. C'est impressionnant ça. Et ça, dans la démo, c'était impressionnant. Mais est-ce que Google a triché ou pas? Google a déjà triché un petit peu avec des démos, on le sait. Est-ce qu'ils ont triché sur celle de Meet? On le verra bien. Mais en tout cas, si ça ressemble, ce qu'ils ont montré sur Google Meet, ça ressemble vraiment à ce qu'ils ont montré. C'était trop long cette phrase, mais vous avez compris. Ça reste du coup un peu plus impressionnant que ce que Apple Intelligence fait, mais Dans le cloud. c'est dans le cloud. Il y a Matamoski qui pose une question intéressante. Va-t-on l'avoir à la sortie? On ne peut toujours pas transcrire un mémo vocal en français. Ouais, ça, c'est des grandes questions à chaque fois, ça, avec Apple Intelligence, en effet. Moi, c'est la question que je me pose aussi, c'est qu'ils ont montré plein de nouveautés de ce genre-là, et à chaque fois, tu te demandes si tu vas l'avoir en France et en français. Enfin, les deux, en plus, c'est deux paramètres différents, quoi. Il y a des fois des nouveautés qu'on a que en anglais et qui fonctionnent pas encore en français. Et puis des fois, ça fonctionne en français, mais que si tu ne vis pas en France. Ouais. C'est pour les Canadiens, par exemple. C'est un peu ça le problème pour nous, les Français, c'est qu'on n'a pas forcément accès à tout de suite. Parfois, on doit attendre 1 an, voire 2 ans. Donc finalement, déjà qu'on estime qu'Apple est en retard sur certains pans, alors le retard, il est encore plus marqué pour des régions comme l'Europe ou la France. C'est quand même assez dommage. Apple Intelligence en français, c'est avril que c'est officiellement dispo. C'était en bêta un petit peu avant. Et que pour certains iPhones, hein, c'est vrai que ça ne transpire pas là pendant la conférence et pendant qu'on discute. Mais enfin, il faut un iPhone 15 Pro minimum pour faire tourner tous ces trucs-là. Hein. Et voilà. Donc tout ce qui est avant, on peut dire voilà, il va falloir changer son iPhone parce qu'il est trop vieux, il n'est pas assez intelligent. Ou attendre. Et puis alors du coup, tu me tends la perche pour souligner aussi comment dire. Vas-y, lâche-toi, Cassim. Je sens que tu as besoin de... Apple, quand ils présentent une nouvelle version d'iOS, ils mentent un peu ils en font beaucoup sur les nouveautés. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, iOS n'a pas grand-chose de nouveau. C'est beaucoup de nouvelles versions de leur application dont ils profitent là de la sortie d'iOS 26 pour annoncer, je sais pas moi, une nouvelle version de l'application téléphone sur laquelle on va revenir, j'imagine. Mais c'est un truc qu'ils auraient pu très bien déployer dans l'App Store sans attendre iOS 26, sans attendre une mise à jour majeure de l'OS. C'est ce que Google ferait à tout moment dans le Play Store. Toutes les semaines, tu as une mise à jour de l'application YouTube ou Gmail ou que sais-je. Et ils n'attendent pas Android 30 000 pour te mettre à jour ton application. Là, Apple, à chaque fois, ils font ce petit jeu d'attendre l'annonce d'une mise à jour de iOS pour en mettre plein de mises à jour, en fait, qui sont des mises à jour de leur simple application. Et du coup, tu as une impression il y a 50 nouveautés. Mais en réalité, dans des vrais changements pour l'OS, il y en a 1, 2, 3. Oui, d'accord. Mais c'est un peu le cas, je me rappelle, on en parlait pour la Google I.O., c'est un peu le cas de toutes ces conférences de communication qui initient un cycle pour les développeurs. C'est qu'en fait, ils sont obligés de faire des annonces qui parlent aussi au grand public, qui parlent à la presse, qui parlent évidemment aux développeurs, mais en gros à tout le monde. Et donc, ils peuvent pas rentrer dans les détails du fonctionnement de l'OS de chacun de leurs systèmes. Donc oui, c'est un artifice qu'ils ont assez habituellement. Ok, bon, on verra si c'est dispo en français. Si oui, faudra le tester. J'ai eu des gens assez sceptiques dans le chat en mode ça va jamais marcher ce truc-là. Et alors, moi c'est toujours aussi une question, c'est pour qui et pourquoi faire. En fait, j'entends, je trouve technologiquement parlant c'est très cool. Hein, j'ai aucun problème avec ça. Et puis j'entends qu'il y a probablement des gens qui ont besoin de ça pour parler avec des proches. T'as pas une grand-mère qui veut t'expliquer les secrets du bon burger? Non. Après, je pense que par contre pour des cadres dirigeants d'Apple qui passent leur temps à voyager en Chine, en Inde, aux États-Unis, au Canada, j'ai aucun doute que quand t'es payé $200 000 l'année, j'ai aucun doute que c'est une fonction qui est géniale pour toi et qui va transformer ta vie. Ça peut être intéressant pour nous qui faisons quand même beaucoup de voyages en Chine. Les marques chinoises que l'on rencontre, parfois, l'anglais, c'est pas forcément ça. Tu dis ce genre de solution, déjà par message, est un début de solution pour la communication. Avec toute la crainte comme toujours, hein, tu fais confiance à ce que. Il faut lire entre les lignes souvent dans ce genre de trucs et tout. J'ose espérer que c'est quand même mieux et plus fin, ou ça le deviendra de plus en plus fin dans la traduction pour pas perdre de sens par rapport à un Google Trad.
Mais il y a des Google Trad que j'ai fait quand j'étais au Monténégro, par exemple, où on me parle monténégrin, qui est une variante du serbo-croate. Comme ça, il fallait comprendre un peu ce qu'on se disait, il fallait réfléchir un petit peu, et du coup, ça, dans un business, truc comme ça peut peut-être provoquer des soucis et des malentendus. Le dérapage. Malvenus, exactement. Je trouve qu'il nous demande une question existentielle, est-ce qu'il traduit le patois? Je ne pense pas. Je pense déjà qu'il faut qu'il fasse les langues, on va dire, plus parlées. On va passer au seconde nouveauté, Apple Games. Alors là, c'est quelque chose assez fort quand même, non? J'ai cru comprendre dans les papiers Frandro que c'est assez fort comme nouveauté. Oui, surtout que effectivement, c'est commun à tout l'écosystème, c'est ça aussi qui est fort, c'est-à-dire que c'est une vraie volonté. Enfin, ils ont unifié un peu leur volonté de faire du jeu vidéo chez Apple, on va dire ça comme ça. Donc c'est une nouvelle application que l'on va retrouver sur son iPhone, sur son iPad, sur son Mac et compagnie, qui va réunir en gros les applications de jeux que l'on a lancées, qui va proposer avoir des amis. En fait, ça va proposer exactement ce que proposent des trucs comme Steam mais l'appliquer à l'écosystème Apple. Ça va permettre surtout de mieux mettre en avant la collection de jeux sur laquelle Apple travaille depuis quelques années. Ils s'y sont mis un peu plus sérieusement, on va dire, sur le jeu vidéo depuis quelques années. Mais je pense que ça passe un peu au-dessus des gens qui ont un iPhone. Et donc, c'est une nouvelle. Et je pense qu'Apple tente de nouvelles façons de mettre en avant du jeu vidéo pour augmenter le taux d'usage des jeux, pour qu'il y ait plus de gens qui jouent aux jeux. Donc, ça donne plus envie aux développeurs d'adapter leurs jeux vidéo pour les plateformes d'Apple, et que ce soit un cercle vertueux. C'est tout ce qu'essaye de faire Apple. J'ai l'impression que c'est presque plus fort sur Mac que sur iPhone, mais c'est commun à tout l'écosystème. Et l'iPhone, les gens l'oublient souvent dans le jeu vidéo, c'est une des plateformes de jeux vidéo les plus importante au monde. Peut-être la première console. Oui, en termes de chiffre d'affaires, Apple est derrière. En termes de chiffre d'affaires dans l'industrie du jeu vidéo, Apple, ils sont juste derrière Tencent Gaming et PlayStation et Microsoft, parce que Microsoft a racheté Activision Blizzard. Et après, par exemple, ils sont devant Nintendo. Apple, c'est un plus gros acteur du jeu vidéo que Nintendo. Ouais. Ça vous donne envie, vous, de jouer à c'est une très bonne question. Utilisateur iOS Moi, c'est une très bonne question. J'essaye maintenant, à titre perso, de cloisonner un peu mes usages smartphone et de pas en faire une console de jeu, parce que j'ai l'impression que j'y perds du temps. Je préfère en avoir un appareil dédié, mais ça, c'est mon expérience plus personnelle, même si j'ai l'impression que je suis pas le seul à être dans ce cas-là. La question que je me posais en voyant ces annonces et ces présentations, c'est est-ce que ça change les choses? Est-ce que entre le moment où c'était pas dispo et le moment où c'est dispo, est-ce que ça change la donne dans l'industrie du jeu vidéo, que ce soit pour les joueurs ou pour les développeurs de jeux? Sur le papier, j'ai l'impression que de toute façon, il n'y a aucune annonce qui pourra faire ça du jour au lendemain. Mais est-ce que c'est une brique en plus qui peut favoriser ça? Franchement, je suis pas certain. Et c'est très bien, c'est tant mieux, ça évolue. Le Game Center, c'était un truc qui était un peu vieillissant, un peu pourri. Enfin, je suis pas certain que on l'utilisait. Donc, qu'ils en fassent quelque chose de plus pertinent et de plus utilisable, tant mieux. Si c'est un vrai launcher, tant mieux. Si ça permet à des développeurs de jeux d'avoir une plateforme encore plus séduisante que l'App Store, tant mieux. Mais voilà, moi je suis pas convaincu que ça va changer fondamentalement les choses cette année. Il faut le voir comme une brique en plus dans l'industrie du jeu vidéo de la part d'Apple. Et c'est quelque chose qu'on retrouve du coup aussi sur macOS, iPadOS, etc. C'est pas exclusif à iOS, c'est transverse sur l'écosystème Apple. Il y a beaucoup de nouveautés qui ont. C'est marrant, à chaque fois, ils étaient obligés, à chaque, comme ils faisaient OS par OS, à chaque fois, ils étaient obligés de dire au fait, ce qu'on a présenté, telle et telle chose qu'on a présenté pour iOS, c'est aussi valable sur macOS, c'est aussi valable sur iPadOS. Je crois qu'il n'y a pas d'application game sur la Watch, par contre, pour l'instant. Mais peut-être un jour. Tu vois Enjoy sur la. Troisième nouveauté, c'est les applications de communication qui ont été repensées, notamment l'application au téléphone. Alors attention, c'est une première depuis 18 ans. On a eu notamment deux nouveautés. Alors il y a déjà un petit changement d'interface. Et après, il y a eu deux nouveautés que sont le call screening et le hold assist. Omar, tu veux revenir un peu dessus? Moi, surtout le deuxième, si ça te. Mais c'est à la carte ici, Omar. Tu peux y aller. Je trouve que c'est une bonne idée pour le coup. Autant la trad instantanée par téléphone, je trouve que c'est très niche comme usage quand ça va. Parce qu'ils disent à chaque fois quand vous voulez réserver un resto, tu le réserves en ligne quand tu es à l'étranger, ou comme beaucoup de touristes, tu débarques. Non, mais même tu débarques et c'est bien. Bref. Autant là, quand tu appelles un service client et que le service client, tu as 5, 10, 15. Mais quel 20... enfer! Quel enfer! Et la musique, on en parlait à la pause déj, la musique qui est en plus bien saturée, bien compressée et qui a genre des. Chez Apple aussi d'ailleurs. Hein. Le support Apple, quand tu les appelles, c'est l'enfer. Comme ça. Et qui a 10 secondes qui se répète. Et qui a un gap de 5 secondes entre les moments où ça se répète, ce qui te laisse penser que peut-être quelqu'un est en train de décrocher.
Et non, la musique sera Exactement. Et du coup, ça, c'est des moments quand même assez nuls à vivre, qui démotivent vraiment quand tu as besoin d'appeler un service client. Les 4 saisons du Vivaldi en boucle. Exactement. Mais en bien saturé et qu'une seule saison. Et ça, du coup, c'est Apple Intelligence qui vient prendre le relais, qui sait reconnaître une musique d'attente, ce qu'il disait, et qui vient te dire attends, j'attends à ta place, et dès que le conseiller ou la conseillère à l'autre bout du fil décroche ou arrête la mise en attente, il y a une sonnerie sur l'iPhone. Enfin, l'iPhone ressonne pour te prévenir. T'es alerté pour reprendre la main, quoi. Pratique, hein, c'est cool. Hein, c'est tout bête en vrai, en soi, mais je pense que ça, c'est déjà un usage qui va être beaucoup plus pertinent pour beaucoup plus de personnes que la traduction instantanée des appels, par exemple. Ouais, on est tous pas spammés, mais ça nous arrive tout le temps, quoi, ce genre de situation. Donc forcément, tu touches énormément de personnes. Ouais. Et c'est ta facture, c'est le truc con, mais très pratique, et tout le monde va être content de l'avoir, tu vois. Alors parfois il y a des choses comme ça. Ouais, mais alors en plus c'est une fonction qui est très simple à mettre en place, c'est-à-dire qu'en fait en termes d'Apple, enfin le côté Apple Intelligence de la fonction, c'est vraiment analyser une musique, et quand la musique s'interrompt pour avoir une voix humaine, tu sonnes pour la personne. C'est quand même très simple à mettre en place, et je trouve du coup c'est une très bonne idée de la part d'Apple. Ça rappelle un peu ce qu'avait fait Google avec l'idée que Google tu puisses demander que Google appelle pour toi un restaurant et machin, et qui te mette en relation. Donc il y avait un peu de ça du côté de chez Google, un peu plus lourd, on va dire, enfin un peu plus IA. Là où Apple, c'est plus simple et plus immédiat, et pour le coup c'est mieux pensé, j'ai l'impression. Enfin c'est un vrai cas d'usage, effectivement. Exactement, c'est ça. Qui marche bien. Et moi je dois avouer que une des nouveautés récentes de l'iPhone, je sais même pas quand est-ce que c'est arrivé, mais je me suis vraiment mis à l'utiliser. Malgré moi, en fait, c'est vraiment ça marche, tu vois, d'Apple, le truc magique un peu. C'est quand quelqu'un t'appelle et que tu réponds pas tout de suite, quand il commence à parler à ton répondeur, ça s'écrit, en fait, il y a la transcription qui s'affiche sur ton écran, et tu peux toujours décrocher, en fait. Et du coup, ça permet de voir qui t'appelle, en fait, et mais de voir. Avec Google. Oui, oui, bien sûr. Et du coup, je trouve que c'est très très fort comme fonction, et c'est typiquement le genre de truc que tu utilises au quotidien et qui marche bien, quoi. Il y a Note MetaMate, et je me posais la même question que toi ce midi, pardon. Le Google Pixel le fait, non? Et pourquoi je suis persuadé que lui, le fait? L'attente, j'ai un doute, par contre. Il faut qu'on me dise. J'invoque Robin. Je pense que sur l'attente comme ça avec la musique en boucle, j'ai pas l'impression qu'il le permet, mais ce que fait le Pixel, si je dis des bêtises. Ce que fait le Pixel, c'est pas plutôt la réservation de rendez-vous, non? Si, il y a ça, c'est ce que je disais. C'était Google Duplex, je crois que ça s'appelait. me disait un truc. Et il y a bien aussi ce que tu décris, quand quelqu'un t'appelle, tu le fais basculer. Il peut commencer à te dire j'appelle pour ci, pour ça, machin et tout. Ça commence à s'écrire. Et là, tu dis ok, attends, non, je vais décrocher, c'est important. Et rapidement, le call screening, quelqu'un veut revenir dessus ou pas? Est-ce que vous avez révisé vos gammes? Je ne sais plus ce que c'est. J'ai pas couvert la config. Je suis pas sûr d'avoir bien compris la différence avec ce que je viens de décrire, justement. Interro surprise. Quelqu'un nous explique qu'est-ce que le call screening dans le chat. Ah si, pardon. Et je lui donne des chocolats. Alors, si je ne m'abuse, mais justement le chat pourra peut-être me corriger, il me semble que c'est Apple qui intègre un truc qu'en fait on a tous installé en France déjà, qui s'appelle Orange Téléphone et compagnie, en fait, et qui va, en fait, c'est Apple qui va détecter à ta place s'il y a des chances que la personne qui t'appelle soit du spam. Si ça parle de rénovation énergétique des fenêtres. Voilà. Exactement. De l'utilisation de ton crédit formation, bien sûr, ton CPF. Ouais. Voilà. Le fameux. Mais voilà, en gros, ce système il me semble que c'est ça, c'est le système de filtrage où ils vont essayer intelligemment de détecter si c'est des appels, on va dire, malveillants ou d'arnaque à ta place. C'est vrai que alors c'est une habitude aussi dans l'écosystème d'Apple. Chaque année, en tout cas, les fans d'Apple mentionnent les applications que Apple va tuer. Souvent, en fait, Apple, dans les nouveautés qu'ils intègrent à leurs OS, c'est des nouveautés qui viennent d'applications qui étaient ultra populaires sur leur plateforme et qu'ils viennent exactement Sherlockifier. Donc ils viennent les récupérer pour leurs propres OS et ils les intègrent comme ça, et souvent du coup l'application pour qui c'était la spécificité décroît en popularité assez naturellement, et là on a l'impression que c'est un peu la même chose avec Orange Téléphone et comment s'appelle l'autre, Bigon par exemple, ce genre d'application qui permettait de filtrer les appels et les SMS. Là, Apple va le faire à ta place, quoi. Donc il n'y a plus besoin d'application tierce, quoi. On nous demande si on va aborder iPad OS. Tout à fait, vers la fin de l'émission. Donc restez bien, émission de 2 heures. On va l'aborder d'ici une petite heure environ. On va passer à la 4e nouveauté, c'est tout ce qui est Visual Intelligence. Alors là,
On a notamment une fonction inspirée d'Android, le fameux entouré pour chercher. C'est Circle to Search. Circle to Search, c'est ça. Ouais. Entouré pour chercher en français. C'est exactement ça. Ouais. Donc c'est quelque chose maintenant qu'on voit. Voilà, Apple s'inspire entre guillemets de Google et d'Android. Disponible du coup sur iOS. En vrai, c'est un truc que je peux utiliser assez régulièrement et ça marche bien. Circle to Search sur Android, je l'utilise beaucoup. C'est pas déconnant. Ouais. Pour le coup, j'aime beaucoup cette fonction. C'est quoi le cas d'usage? Parce que moi j'ai du mal à comprendre. Moi c'est vraiment juste un truc que je vois et tout. Je sais pas, sur Insta, je vois un truc, la personne précise pas où est-ce qu'elle est. Et j'entoure le monument derrière, machin, parce que je le connais pas, et ça me dit, paf, monument au Portugal, des trucs comme ça, ce genre de choses. Moi, je suis un peu débile, j'adore entourer les trucs. Ouais. Non, mais un numéro aussi, il y a un numéro, je reçois juste l'affiche pour un truc et tout. Là, j'ai la fête de 2 amis qui vont se paxer et tout. Et c'était pas un numéro, c'est une adresse. Et du coup, ils mettaient l'adresse, et au lieu de. Enfin, c'est du Google Lens, hein, c'est reconnaître l'adresse. C'est juste que là, j'ai juste à faire tac et détecte l'adresse, et après, je peux l'ouvrir sur Maps. Et puis, c'est un peu pratique et j'aime bien. Je l'utilise pas non plus tous les jours, mais c'est pratique quand même. Et parce que je trouve que le cas d'usage, toutes les marques comme ça, le cas d'usage qui monte, c'est shopping. Oui, c'est le shopping, et j'ai l'impression que c'est nul. Ouais, non, mais voilà. J'ai déjà fait sur des humains, genre dis-moi qui c'est quoi. Pour acheter l'humain. Pour acheter l'humain. On me retrouve en gros qui c'est sur internet. Mais il dit que ça marche pas bien en général, il dit sur l'humain. Moi j'avais des notifs quand je le faisais sur le visage, il disait attention, ça ne fonctionne pas très bien sur des visages ou un truc comme ça. Mais moi j'étais presque étonné aussi de voir que le fait que c'est parce qu'ils utilisent la Visual Intelligence, c'est ça? Ouais, c'est Visual Intelligence, qui permettait de voir à travers la caméra. Je pensais que c'était déjà utilisé pour l'écran. J'étais un peu, pensais que c'était déjà le cas. C'était pas le cas pour l'écran. Et c'est ça en fait la vraie nouveauté. C'est que maintenant, depuis son écran, on peut utiliser ce type de technologie. L'année dernière, ils ont eu le Google Lens avec Visual Intelligence, et maintenant ils le poussent plus loin avec l'écran. Donc ça, c'est pratique. Je pense en effet, je suis d'accord avec toi, Cassim, les cas d'usage qu'ils montrent, c'est pas toujours. Du coup, j'ai du mal des fois à me projeter. Des fois, c'est juste pratique pour une capture d'écran très localisée. Tu veux juste prendre ça en capture d'écran. T'as pas besoin de faire truc puis de cropper dans le machin. Tu prends juste vraiment ce que tu veux en capture d'écran. C'est marrant ce que tu dis, parce que justement, je trouve que ce qui est génial dans la manière dont c'est implémenté par Apple, c'est que justement, ça s'appuie sur la copie d'écran. Et là où sur les smartphones qui intègrent déjà cette fonction, il y a ce nouveau geste à prendre qui est d'entourer pour capturer quelque chose et en faire la recherche. Là, c'est le raccourci, il le disait bien dans la conf, c'est le raccourci qu'on connaît tous quand on a un iPhone, on sait tous faire une copie d'écran en appuyant sur les 2 boutons en face. Et là, ça déclenche en plus la recherche, enfin en tout cas, il y a les boutons qui sont possibles en bas, qui sont accessibles en bas, pour aller faire la recherche avec Apple Intelligence. Donc je trouve que l'implémentation, elle est cool en fait. C'est marrant. Elle est bien pensée. Candide n'est pas d'accord. L'inverse. Merde, ça me contredit littéralement. Alors c'est intéressant de voir les arguments. De point de vue. Globalement, les gens utilisent beaucoup Circle to Search. On voit que Raiden qui dit je l'utilise presque tous les jours. Cédric qui me dit aussi je m'en sers vraiment beaucoup de cette fonction sur Android pour copier des adresses, téléphones, etc. Ouais, c'est ça. Moi, c'est adresse et téléphone. En vrai, c'est vrai que c'est assez. Quand la personne t'enregistre une photo, elle a eu la flemme de t'écrire le truc. Faut préciser quand même que sur Apple, ça fait très très longtemps que la possibilité de copier du texte sur une photo, tu t'appuies et tu peux sélectionner le texte. Va. Mais là, l'idée, c'est que c'est un peu plus fort. Enfin, tu peux vraiment tout type d'image, justement, pas que forcément du texte. Tu peux aller le chercher. Alors sur les dernières nouveautés, c'est un peu pêle-mêle, c'est un peu les applications maison d'Apple, Apple Music, Apple Pay, Apple Plan, Apple Card, toujours plus pratique et intelligent. On a des petites nouveautés par-ci, par-là, par application. Est-ce qu'il y en a peut-être une qui vous a marqué sur les applications que je vous ai citées? Non. Sujet suivant. Sur iOS Ouais, sur iOS, sur les applications que j'ai citées. Il y en a qui. Vous avez écrit dessus ou pas hier, les gars? Moi, en tout cas, je sais. Disons que moi, ça va être Wallet. Vraiment, je trouve que c'est l'application la plus utile Alors, c'est rigolo parce que c'est donc c'est l'Apple. C'est en gros à la fois Apple Pay et le système de fidélité d'Apple, et dans lequel ils ont quand même pas mal fait de petits ajouts assez pratiques. Tu vas pouvoir avoir des cartes d'embarquement mieux faites, mieux réalisées de la part des agences des compagnies aériennes. Et en fait, tu vas pouvoir, depuis la carte d'embarquement qui est super facilement accessible sur ton iPhone, avoir un plan de l'aéroport, pouvoir savoir quelle est la bonne porte d'embarquement, pouvoir éventuellement retrouver tes bagages avec Find My. Donc il y a un côté un peu en plus très écosystème qui marche bien. Et puis ils ont annoncé, mais ça c'est que pour les Américains pour le coup, le fait de pouvoir ajouter ton passeport directement dans la même interface.
et donc à pouvoir passer les examens de sécurité, etc. à l'aéroport juste en montrant ton iPhone et ne plus avoir besoin de tes papiers. Ça, faut savoir, c'est pour ça que je voulais aussi un peu rebondir dessus. Donc c'est évidemment que disponible pour les Américains de la part d'Apple, mais en fait l'Union européenne prépare son propre passeport numérique. Je me rappelle plus de l'horizon, c'est dans quelques années, c'est pas si loin que ça. Mais on devrait pouvoir stocker notre passeport directement dans France Identité, probablement pour nous. Oui. Et il faut rappeler que d'ailleurs, Apple se bat pour... Enfin, c'est rigolo de voir Apple retravailler son application carte et wallet au moment où l'Union européenne les force à autoriser de la concurrence à cette application-là. Donc c'est cool de voir que la concurrence, justement, ça permet de motiver une grande entreprise à se réveiller et ajouter des fonctionnalités pratiques pour son application. Pour l'utilisateur. En autre application, je suis d'accord aussi avec Surnews, petit remaniement de l'application appareil photo. Tout à fait. C'est vrai. Qui est assez intéressante aussi, je pense, un peu simplifiée aussi. Il y a les 2 boutons importants photo-vidéo qui sont proposés. Et ensuite, tout le reste à côté, ce sera à aller chercher. Ma crainte, c'est en effet que toujours des options importantes soient dans les paramètres généraux de l'iPhone. Ça, je serais curieux de le voir sur iOS 26. Est-ce qu'ils ont rapatrié des paramètres dans l'application appareil photo? Est-ce que, genre, pour activer la grille, c'est ça, la grille pour le cadrage, il faut aller dans paramètres généraux, appareil photo, activer la grille. J'espère que ça, ils l'ont un peu corrigé, mais là, on voit un petit peu. Et les options sont disponibles. Là, pour le coup, on voit le Liquid Glass aussi un petit peu. C'est joli, là. Là, ça marche bien, moi, je trouve. Ouais, c'est joli. Moi, ça marche bien. Et les 2 boutons photo-vidéo, c'est tout bête. Pareil, des fois, c'est le plus simple, c'est le mieux. et du coup, je pense que ça va plaire aux gens. Ça, j'ai un micro-doute là-dessus, c'est la question des zooms. J'ai l'impression que c'était du coup caché par défaut. Et pour le coup, c'est peut-être la fonction que j'utilise le plus sur mon appareil photo, c'est de choisir... les facteurs de grossissement. Peut-être il faudra voir ça, faudra un peu découvrir ça, en effet. Pour boucler un peu, peut-être aussi sur les derniers éléments. Alors moi, je n'utilise pas au quotidien. J'imagine que vous avez déjà fait des papiers dessus, mais sur CarPlay, je sais que c'est aussi intégré à iOS. Et voilà, il y a l'arrivée des widgets. On sent que c'est quelque chose qu'ils abandonnent pas. Et j'imagine que pour les utilisateurs de CarPlay, il y a quelque chose de sympa d'avoir son widget, d'avoir les live, enfin les actions en direct, les live activities. Là, ça a l'air d'être plutôt chouette pour l'expérience de conduite. Il y a une grosse dynamique autour des écosystèmes automobiles, Google Automotive, etc. Exactement. C'est intéressant. Monsieur, je vous propose. Sortez vos passeports, checking de sécurité, prenez l'avion, on va aller direction Cupertino et on va aller à la rencontre, alors non pas en direct, vous allez le voir, mais du bon Nicolas Lelouch qui est à Cupertino pour Numérama, la famille de confrères qui sont juste à côté de nous, et qui nous a fait une petite vidéo à la cool de 3 minutes, et je vous propose d'écouter ça tout de suite. C'est parti, Cupertino. Hello l'équipe Unlock, je vous parle de l'Apple Park. Donc on vous a dit, je suis à Cupertino pendant 3-4 jours pour recouvrir les annonces d'Apple et je vais vous donner un petit peu mon ressenti sur toutes ces annonces. Déjà, mon premier conseil, c'est d'installer pas les bêtas. De ce que je vois actuellement, c'est pas stable du tout, ça bug beaucoup. Maintenant, c'est logique parce que c'est rare qu'il y ait autant de changements. Et ce qui est vraiment pour moi le plus intéressant cette année, c'est qu'on voit que toutes les personnes d'Apple parle de cette refonte comme une préparation pour l'avenir de la marque. Donc, est-ce qu'on va se diriger vers des écrans transparents, vers des produits de plus en plus bord à bord? Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une vraie envie d'apporter une rupture technologique et que ce qui nous est expliqué ici, c'est qu'ils ont voulu aller le plus loin possible sans trop changer les habitudes des gens. Leur problème, il est simple, on le sait avec Apple, c'est une entreprise qui a très peur de faire de gros changements parce qu'elle est consciente que quand ils font des changements, il y a des milliards de personnes qui peuvent râler d'un seul coup. Donc là, ils se sont assurés de conserver la forme des icônes, les logos dans les icônes, de conserver l'interface, de conserver les mêmes réflexes, mais de le faire avec une approche qui ressemble à leur vision du futur de l'iPhone, leur vision du futur du Mac, de l'iPad, et tout ça en même temps dans toutes les plateformes. Donc je trouve ça intéressant, c'est la première fois que ça arrive dans leur histoire. On n'a jamais eu une mise à jour de tous les OS avec le même design d'un coup. Si on se souvient bien, iOS 7 c'était en 2013 et macOS 10 Yosemite qui arrive après, lui en fait a apporté les mêmes changements esthétiques, mais c'est pas du tout en même temps. En vrai, on avait un macOS qui était très différent du iOS pendant quelques mois. Donc voilà, ça c'est intéressant. On sent qu'il y a du changement chez Apple. Maintenant sur le reste, je trouve que cette conférence montre
qu'Apple est une entreprise qui n'a plus envie d'aller trop vite, qui n'a plus envie de se planter comme ils ont pu se faire avoir avec Apple Intelligence l'année dernière. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'annonce spectaculaire, qu'il n'y a pas l'annonce d'un nouveau Siri, qu'il n'y a pas l'annonce de modèles révolutionnaires. Il y a quand même, dans les coulisses, j'ai pu un peu discuter avec eux, ils ont annoncé, mais personne ne le sait parce qu'ils l'ont pas dit sur scène, des nouveaux modèles de langage pour l'IA en local. L'idée pour eux, en fait, c'est d'attirer les développeurs en leur disant, avec nous, vous n'avez pas besoin de payer ChatGPT, vous n'avez pas besoin de payer Grok ou les autres, tout est directement intégré en local. Donc à voir si ça prend parce que c'est une approche qui est unique dans l'industrie. Voilà, moi si je devais résumer cette WWDC, c'est un retour aux fondamentaux pour Apple après 2 ans où ils ont peut-être été un petit peu trop extravagants et en même temps on pose des bases de produits qui pourront arriver dans les 2, 3, 4 prochaines années qui pourraient être super intéressants, que ce soit un iPhone 20, que ce soit un iPhone pliant. Donc voilà, moi je suis assez excité de tout ça, j'ai hâte de vous en reparler en plateau quand je rentre. Bonne émission. Merci Nico. Alors que c'était enregistré. Bon, je trouve que ça résume très bien les 2 premiers segments qu'on a évoqués tous ensemble. Je voulais répondre à VD3X qui nous dit ça va être sûrement vu comme une critique, ça l'est peut-être. C'est quoi l'utilité d'envoyer un journaliste sur place pour une conf enregistrée, pour une bêta qui est téléchargeable quand il n'y a pas de produit à tester? La réponse elle est simple. Nico, faut savoir que là-bas il va faire une dizaine de tables rondes. Il va pouvoir parler avec plein d'ingénieurs Apple, avec le vice-président Apple, non pas le vice-président, Craig, comment c'est Si, il est vice-président en charge du logiciel. Pardon. Et du coup, en fait, c'est une mine d'informations techniques. Je pense, une dizaine de papiers avec des angles différents sur la compréhension, le pourquoi du comment, on en parlait tout à l'heure, comment Apple a testé en fait Liquid Glass avec des espèces de bulles grandeur nature de des verre, maquettes, des maquettes, etc. Et ça, c'est super intéressant. Et ça sert à ça aussi d'aller sur place, c'est de pouvoir discuter avec les ingénieurs. Oui, Cassim. Oui, mais ça permet aussi de ramener des informations comme le fait que, on en parlera plus tard, mais sur macOS, il y a une fonctionnalité de mirroring de l'iPhone qui n'est pas disponible, qui ne sera pas disponible en France, et c'est Nicolas qui l'a ramené. Qui a ramené l'info, ouais. Oui, voilà. Et par contre, parce que la remarque de VDEX, c'est ça, il la précise derrière. En plus, c'est intéressant, c'est par rapport aux émissions de CO2. Ah oui, c'est tout à fait. C'est un sujet récurrent et il est important. Mais c'est bien dit, oui, en effet, Grégoire, c'est que là-bas, en fait, tu rencontres des gens avec qui, en France, on n'a jamais eu l'occasion de parler. À ma mesure, on va dire, j'ai fait la Google I.O. et pareil, tu rencontres le gars qui est en charge de l'application Gemini. Jamais tu le rencontres en France. En tout cas, j'ai 20 minutes avec lui et j'en ai tiré un papier ou les démos que tu as. Là, pour le coup, j'avais des démos d'Android XR et du casque de Samsung, mais c'est en effet, en général, mine d'informations sur place. Discussion que tu peux pas trop avoir même en visio, en général t'as genre 300 personnes en visio, c'est ta question elle est des fois oubliée. C'est toujours pratique de pouvoir avoir des rencontres sur place. Par contre c'est vraiment des éléments qu'on prend justement en considération avant de réfllir à accepter. En fait, est-ce qu'on va pouvoir est-ce qu'on va pouvoir rencontrer des ingénieurs sur place, est-ce qu'on va pouvoir... Je me souviens qu'on nous avait proposé un voyage de presse aux États-Unis il y a quelques années c'était juste pour nous présenter quelque chose qui avait déjà été présenté, etc. Et on avait dit non parce qu'en fait le bilan carbone pour le coup, bilan carbone, investissement, temps, rentabilité journalistique, pas. Oui, parce qu'il y a ça à prendre en considération. Il y a le bilan carbone tout à fait qui peut être désastreux dans certains cas. Qui est désastreux de base. Et qui en plus si jamais tu n'entends rien, c'est. Je crois que ça résume aussi bien parfois la confusion qu'on peut avoir sur le fait que la WWDC c'est pas que la conférence d'ouverture. Il y a aussi tout ce qui se passe derrière auquel il va évidemment pouvoir assister. Et il y a d'autres annonces qui passent un peu inaperçues. Il y en a une par exemple que j'ai vu passer en relais indirect ce matin, c'est le fait qu'Apple développe un nouveau moyen de containeriser, on va pas rentrer dans les détails, mais sur macOS on va pouvoir lancer des images Docker sans lancer toute la lourdeur de Docker. Je rentre pas dans les détails, mais ça a l'air d'être quelque chose d'assez prometteur et d'assez novateur sur le développement, sur la création d'environnements applicatifs sur macOS, et toutes ces choses-là elles peuvent pas passer dans une conférence grand public de communication. Souvent c'est même souvent ils font une petite slide de fin de présentation où il y a plein de nouveautés affichées à l'écran et c'est souvent la slide en fait la plus importante de la conférence où en fait il y a le plus de choses à aller. Il faut la screenshot, c'est là t'es comme ça là. Mais si on va passer à la suite de l'émission, et qui dit suite de l'émission dit quoi on dit jingle. Je vais dire générique. Je voulais savoir. Je m'en veux. Je m'en vais. On va parler d'Apple Intelligence et pour comprendre un peu ce qu'on va dire dans ce segment, il faut rappeler un peu le contexte. Je sais pas si Guillaume, peut-être tu veux nous rappeler le contexte d'Apple Intelligence, le contexte 2024-2025. On dit que Apple a beaucoup de retard. En interne,
voilà, ce serait pas les gens sont pas très contents en interne. Je cite retard technologique majeur par rapport à OpenAI et Google. Est-ce qu'on peut rappeler un peu déjà les bases de ce contexte-là? Ouais, je crois qu'on peut même revenir sur le fait tout à l'heure que tu posais la question de est-ce qu'on se fait pas un peu chier avec l'innovation des smartphones, etc. Je crois qu'en fait, un truc qui rend la tech un peu intéressante maintenant aussi, c'est justement qu'il y a l'intelligence artificielle qui est arrivée, qui renouvelle un peu l'actualité de la tech. Et effectivement, Apple, c'était un peu les grands absents sur le sujet. Et l'an dernier, on les attendait au tournant parce que vraiment, s'ils annonçaient rien l'an dernier, je pense que les actionnaires seraient venus avec leur batte de baseball entourée de fils de fer et ils seraient venus tabasser tout ce qu'ils pouvaient. En l'occurrence, ils ont été faire un exercice, je pense, un peu imposé parce que je pense qu'ils ont fait, ils ont quand même trouvé des artifices assez sympathiques. Notamment, ils prononcent pas le mot d'intelligence artificielle. Ils prononcent le mot de Apple Intelligence avec le même acronyme. C'est malin, on l'a déjà relayé. C'est intelligent d'un point de vue com. Mais ils ont vraiment appuyé sur le sujet l'an dernier en allant faire des promesses qui se sont avérées extrêmement exagérées et qu'on n'a absolument pas vu arriver et qu'on ne verra peut-être pas arriver. On espère les voir arriver dans quelques mois ou dans quelques années, mais de l'aveu de tout ce qu'on a pu capter, de tout ce qui a pu être relayé, ça n'arrivera pas aussi vite que ce qui a été annoncé. Et donc effectivement, on était en droit de se dire cette année, déjà tout ce que vous allez annoncer, il va falloir que ce soit vrai, donc peut-être d'où les temps de latence qu'on voyait dans la traduction que vous mentionniez tout à l'heure, peut-être aussi d'où les 30 images par seconde des extraits de jeux qu'on voit un petit peu plus loin dans la conférence, qui sont pour le coup très authentiques et qui vendent pas du rêve, mais cette année effectivement il fallait quand même qu'ils arrivent à rebondir dessus et à continuer à montrer le fait qu'ils sont présents dans cette course à l'intelligence artificielle. Et en fait ce qui est marrant c'est que ça transpire pas quoi. Je trouve qu'ils ont fait peut-être ce qu'ils auraient je pense ils auraient dû faire l'an dernier, c'est-à-dire à parler d'intelligence artificielle sans parler d'intelligence artificielle et à parler de cas d'usage et finalement ils ont été complètement dans la continuité cette année en nous montrant ce qu'on peut faire avec sans nous promettre des trucs complètement déglingos qui n'arriveront jamais sur nos appareils quoi. Ils ont quand même été attaqués pour publicité mensongère. Donc je pense que ça les a peut-être un peu aussi calmés dans la manière de vendre Apple Intelligence. Ils ont été obligés d'ailleurs d'en reparler hier, c'est qu'en fait il y a un élément central qu'on n'a pas encore mentionné du tout là dans nos discussions, c'est Siri. Que Nicolas a mentionné, c'est donc Siri, c'est justement c'est la grande fonction phare qui avait été annoncée l'année dernière comme étant une refonte de Siri à l'heure d'Apple Intelligence, de l'IA générative, ça allait être l'assistant du futur, etc. Il est jamais sorti depuis l'année dernière et il est surtout pas prêt de sortir. Et là, hier, ils ont été obligés de dire oui, on a annoncé la nouvelle version de Siri et on est encore en train de travailler dessus et on n'a rien à montrer aujourd'hui. Donc en fait, oui, clairement, il y a un souci du côté d'Apple Intelligence. On sait qu'ils ont justement séparé les sujets. C'est-à-dire que Siri, maintenant, il y a une équipe dédiée qui s'en occupe et ce sera prêt le jour où ce sera prêt. Et on n'en entendra pas parler jusqu'à ce qu'elle soit prête. Et de l'autre côté, il y a toutes les fonctionnalités Apple Intelligence qui ont été, ils ont changé de patron, ils ont tout revu, etc. Et je suis d'accord avec Guillaume sur le fait que en fait, Apple Intelligence c'est toujours beaucoup plus intéressant quand ils visent des usages précis et intéressants et crédibles du quotidien. Et je trouve que Apple se plante complètement quand ils vont sur Playground et des trucs comme ça. On a vu que vous adoriez générer des images sur ChatGPT, on va essayer de faire pareil, mais on en est incapable. On n'a pas le socle technologique et en plus on se plante sur nos valeurs, quoi, parce que Apple, les valeurs d'Apple, c'est aussi des valeurs artistiques, c'est des valeurs, c'est un certain nombre de trucs. Les valeurs que défend Apple en termes de communication, il y a la vie privée, il y a le monde des artistes, il y a un certain nombre de valeurs, l'écologie, un certain nombre de valeurs comme ça. Et quand tu fais de la génération d'images qui va forcément repomper le travail des artistes, etc., quand tu t'appelles Apple, tu te plantes complètement Ils s'étaient quand même bien loupés avec leur pub sur l'iPad ultra fin là. Ils avaient écrasé tous les instruments de musique, tout ce qui était créatif, et ils avaient mis l'iPad. Ça avait été très mal pris par la communauté des créateurs. Exactement. Il y a deux commentaires intéressants. D'abord de VD3X qui nous dit, lui je voulais revenir dessus. J'ai l'impression qu'Apple est bloqué avec sa politique de confidentialité. C'est difficile de développer une IA efficace et un Siri intelligent sans la masse de données d'un Meta ou Google. Vrai, faux, vous avez 2 heures, je ne sais pas. C'est intéressant. Oui, déjà, c'est vrai. C'est une vraie mais même la genèse du truc, alors je sais pas, il faudrait que je me repenche un peu dessus, mais à la Google I.O. justement, j'en parlais avec un confrère de Usine Digital et qui me rappelait qu'Apple et les iPhones étaient quand même aussi au cœur du scandale des célèbres Gate. Le iCloud Gate, toutes les célébrités qui ont eu des photos compromettantes d'elles qui ont leaké sur Internet. C'est ce que dit Thinkeron, peut-être.
voilà. Avec l'explosion de tous les items de création en une tablette, c'était pas ça, non? Oui, ça c'est dans c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'iPad. bien sûr. Et non, et par contre, en termes de confidentialité, ça remonte à plusieurs années, il y a 10-15 ans maintenant, pas 10 ans, pas 15 ans. L'iPhone est au cœur de tout ce problème de sécurité où du coup, plein de célébrités d'Hollywood avaient eu des photos, des NUDES, je sais pas si j'ai le droit de le prononcer sur Internet. Les photos intimes. Des photos intimes d'elles qui sont. T'as le droit de la glissade, là. Liquid qui ont fini sur Internet, et du coup Apple ils ont réussi à changer totalement, ils ont fait un très beau salto marketing pour vendre ensuite le fait qu'ils étaient à fond sur la confidentialité, et sauf que derrière du coup à l'ère de l'IA où Meta et Google eux, même s'ils te promettent qu'ils ne regardent pas trop de près sur tes données, etc., ils assument le fait que eux ils utilisent le cloud et justement toutes ces données là et toute cette techno là, alors qu'Apple ils disent non, nous on fait tout ce qu'on peut en local, mais du coup t'es bloqué technologiquement forcément. À l'inverse, c'est aussi la carte qu'Apple peut jouer en la matière. Notamment, il y a un truc que Nicolas rappelait qui est très vrai et qui est très fort de la part d'Apple, c'est donc de miser à ce point-là sur l'IA en local. Bon, c'est pas les seuls à le faire, mais eux, ils ont pris de l'avance là-dessus, et pour le coup, ils misent beaucoup là-dessus. Ça permet de dire aux développeurs, chez nous, vous n'avez pas besoin de payer des API qui coûtent en plus très cher pour ce qui est de l'IA générative chez ChatGPT et compagnie, pour développer des applications qui vont utiliser de l'IA. Donc les futures applications de, je sais pas moi, de Uber ou de ce que tu veux, qui sont sur iPhone, peuvent accéder à la puissance de l'iPhone sans payer des frais dithyrambiques, et du coup, ou en tout cas très élevés, comme ça peut être le cas sur d'autres plateformes. Et ça, c'est un vrai argument auprès des développeurs. On rappelle que c'est quand même une conférence aussi qui s'adresse aux développeurs. Et ça peut permettre, je pense qu'il y a un coup à jouer effectivement de la part d'Apple pour avoir plein d'un coup des fonctions IA un peu dans toutes les applications qui arriveraient comme ça. Et qui tourne en local sur ton téléphone. Est-ce qu'in fine, c'est pas quand même limité parce que c'est du local face à des gens de l'IA? C'est forcément plus limité. Il n'y a pas l'accès à tout ce qui se passe dans le monde qu'on peut consulter quand on a quelque chose de connecté. Après, est-ce que c'est pas non plus l'avenir finalement d'avoir quelque chose qui permet justement d'économiser des accès, plus sobre, du coup. D'être plus sobre. Bon, c'est vrai que c'est un arbitrage à faire. En tout cas, comme tu le dis, Cassim, je pense que c'est une des cartes les plus pertinentes qu'ils ont à jouer dans le panorama concurrentiel en fait, Apple. Surtout que sur le papier, en tout cas, c'est pas débile de dire, et si tu as besoin de plus, tu utilises ChatGPT qu'on a intégré dans l'interface et tout ça. Donc, c'est pas débile dans l'approche. En tout cas, nous, ce qu'on fait, c'est hyper localisé, mais on connaît nos limites. Si tu veux aller plus loin, on a un partenariat avec OpenAI. Ils ont eu une approche bien plus débile pendant des années en forçant la connexion à Siri, même pour lui demander de régler le chronomètre, quoi. Donc, ils s'ouvrent un peu plus. Oui, tout à fait. Ils se rendent compte de leurs limites aussi, je pense. Ils sont lucides, j'ai envie de dire, sur ça. Et du coup, je sais plus, du coup, il y avait une question au début que tu avais posée, mais je ne sais plus du tout. Ça m'avait inspiré une réponse, et j'ai oublié. Aujourd'hui, j'ai une mauvaise mémoire. On parle de l'ouverture d'Apple, il y a quand même un problème, par contre, il y a un retard sur lequel ils sont du côté de l'IA, c'est l'intégration du standard. En fait, il y a un standard qui est en train d'être créé devant nos yeux un petit peu, et que Microsoft et Google, justement, ont annoncé adopter lors de leurs conférences respectives, la Build et la Google I.O. J'ai oublié l'acronyme là au moment où... 3 lettres. Oui, que j'ai oublié, avec un M dedans, mais que j'ai bien évidemment oublié, mais qu'en gros est une sorte de capacité pour les IA à devenir interopérables les unes avec les autres. C'est en train de devenir vraiment un standard, c'est poussé par Anthropic à la base, mais donc Google et Microsoft et OpenAI ont rejoint le truc, donc c'est quand même les gros acteurs de l'IA qui sont là-dedans, et pour le moment Apple a pas fait, ou j'ai pas vu en tout cas dans les détails d'annonce de ce côté-là d'Apple, et donc MCP. Le MCP, merci. Modèle contexte. C'est un peu le mateur de l'IA, quoi. Genre, alors c'est résumé en c'est l'USB-C de l'IA, c'est-à-dire le côté universel, interopérable. Mais oui, c'est un peu ça aussi, c'est un peu le matter ou le stress de l'IA. Enfin, l'idée en tout cas, c'est de réunir un peu des trucs qui ont un peu évolué chacun dans leur coin. Et pour l'instant, Apple n'a pas rejoint ce mouvement-là, alors que pour le coup... Est-ce que ça te surprend, en vrai, qu'Apple ne rejoigne pas ce mouvement de standardisation des autres? Pas totalement, et en même temps, ce serait bien vu de leur part. Il y a aussi un Apple qui joue la carte du standard, des fois, pour l'USB-C, pour Matter, ou pour d'autres trucs, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le choix sur l'USB-C. Ils auraient aimé ne pas le faire. Alors, ils n'ont pas eu le choix sur l'iPhone, mais c'est eux qui ont créé l'USB-C à la base pour les Mac. Pour les Mac. Mais c'est quand ça les arrange. Mais oui, voilà, on est d'accord.
Mais du coup, en tout cas, bon, il y aurait eu un coup à jouer à embarquer très vite sur ce truc-là plutôt que C'est justement d'attendre le dernier moment potentiellement, quoi. Mais oui, c'était juste, je voulais revenir sur Siri aussi. C'était, je sais pas, est-ce que du coup côté iPhone, il y a une vraie frustration, je me tourne vers les deux utilisateurs d'iPhone, il y a une vraie frustration pardon, de voir Siri un peu balbutier encore, enfin balbutier, non, bafouiller plutôt, quand du Gemini se développe, du OpenAI se développe, parce que j'ai l'impression que les soucis, on sait qu'en interne, Apple, c'est une crise avec, on a entendu des termes, honte absolue, crise de Siri, machin et tout, mais j'ai l'impression vis-à-vis de leurs investisseurs, les investisseurs, ils voient le marché, ils voient Apple et ils disent qu'est-ce que vous foutez, mais est-ce que les utilisateurs, il y a cette pression-là, je sais pas. C'est marrant que tu poses cette question parce qu'effectivement, le déclenchement de Siri tel qu'on le connaissait, moi je ressens plus ce besoin en fait, d'avoir l'activation via un bouton d'un truc auquel tu parles et qui te fait une interface avec d'autres trucs. Finalement, j'en ai plus besoin. Les fonctions qui pourraient être intéressantes de résumé de texte, etc., bon, propose Apple Intelligence, elles sont là. Et sinon, il y a ces boutons d'action maintenant, et en fait, configurer Perplexity ou ChatGPT là-dessus, ça marche très bien. Alors forcément, Apple, ça les arrange probablement pas de rendre aussi facilement accessible une interface de ce type-là IA avec un concurrent, mais moi je ressens plus du tout le besoin, je n'ai vraiment le besoin de Siri d'ailleurs, mais j'en ai encore moins besoin qu'avant finalement. Donc si après les réglages dans le téléphone, et je sais que côté Android il y a des marques qui font ça très très bien, Samsung notamment qui arrive à permettre de régler des choses dans le téléphone avec cette interface vocale, ça manque un peu, mais est-ce que ça dépend vraiment des compétences de Siri? Je me rends pas compte. Ok, bah ouais, du coup j'ai l'impression que la pression vient beaucoup plus de l'autre côté du spectre que du côté... Il y a Romain Deneuve qui nous dit en train de restaurer mon iPhone à iOS 18.5 car iOS 26 est trop buggé, j'ai bien fait de faire une sauvegarde. Ouais. Attention, et Nicolas Lelouch nous l'a répété, vous a prévenu dans la vidéo là. C'est buggé. Voilà. Mais c'est genre buggé comme rarement. C'est buggé. On Donc a- faites pas les cons quoi. Le mec qui a planté son iPhone aussi en voulant Ah, mais l'installer, il a écrit un article dessus, il a dû aller à l'Apple Store pour et ça a été compliqué. Ouais, Sachant qu'il y a une bêta publique qui sort que dans un mois, donc Ouais. vraiment, c'est pas non Ouais, plus comme si. Vous pouvez attendre, je pense. à la rigueur, vous avez deux iPhones. Sur l'un, pourquoi pas, parce que c'est un peu le cobaye, et sur l'autre, c'est votre téléphone principal. Mais c'est sérieusement buggé. Donc, on vous conseille pas forcément de télécharger cette bêta développeur. On rappelle, c'est une bêta développeur, pas une bêta grand public. Donc, on peut patienter gentiment, au moins d'ici un mois. On va passer à la suite, messieurs. Et qui dit suite dit jingle. J'adore les jingles. Magneto. On va parler de Vision OS 26. Toi, Guillaume, t'as eu la chance un peu d'utiliser l'Apple Vision Pro, de le tester, ou tu l'as peut-être chez toi? J'en ai deux, et non, Comment pas ça du tout. flex, Non, hein, j'ai jamais mis la tête devant un Vision Pro, donc je vais être très très mauvais pour en parler. Juste un mot pour dire qu'effectivement, le cas d'usage des widgets que tu planques dans ta maison comme cadre interactif, moi, je trouve ça génial. En fait, je trouve ça absolument génial de me dire, l'horloge que j'ai mis là virtuellement contre mon mur, c'est l'horloge d'Apple. Je pense qu'il n'y a pas trop de personnalisation, mais je l'ai mise où je voulais. Il n'y a que moi qui la vois dans mon environnement virtuel. Voilà, je trouve ça génial. Mais après, est-ce que ça vaut les 4000 balles? Je suis pas certain. Quelle heure est-il? C'est ça, bien sûr. Je vais sortir son téléphone, tu sens. Je regarde vers mon évier. Où ai-je mis l'horloge? Alors, on rappelle, Sur le plafond peut-être. comme le disait très bien Cassim au début d'émission, Vision OS 26 n'est pas la 26e génération de Vision OS. On en est à la troisième, du coup. Ouais. On en est à la troisième. Il y a quelques nouveautés, t'en parlais justement Guillaume, avec les widgets spatiaux et les scènes spatiales. C'est quand même à l'image plutôt bien fait. T'as regardé un peu les démos toi, Cassim, des widgets spatiaux et scènes spatiales ou pas? Oui, écoute, à l'image de Liquid Glass, c'est cool de voir que Apple a bien compris ce que Microsoft avait fait il y a 10 ans. Ça a bien servi le travail sur HoloLens. HoloLens, j'avais oublié. Bah non, mais je suis désolé, je regarde la première bande d'annonce de. J'avais oublié. C'était un très bon Le teaser, et le teaser était pour exceptionnel. Il y avait la baleine dans ce truc de basketball. Non, tu confonds avec. Ah oui, non, ça, oui, c'est celui de Google, ça. avec Magic Leap. Oui, ouais. Magic Leap, ouais. C'était lui la baleine. Bah, ouais, Oui, mais c'est qui a la baleine escroqué, qui avait levé des milliards et des milliards et il n'y a jamais eu de produit. Enfin bref. Globalement, une escroquerie. C'est quand même pas mal Oui, foutu. non, mais bien de sûr, rien, je quoi. plaisante, mais en réalité, comme souvent avec Microsoft, ils avaient raison, mais ils n'avaient pas la technologie pour aller avec. Fantastique. Apple a réussi à attendre effectivement la bonne technologie pour aller avec. On voit que c'est pas une vidéo d'Apple parce qu'il y avait des smartphones Android sur le bureau. Donc, je sais pas, c'est de MKBHD, j'imagine, je ne sais pas, je n'arrive pas à voir moyen. ici. En tout cas, c'est très très réussi, effectivement.
L'utilité, bon, voilà, on verra quand il y aura plus d'applications qui proposeront. J'ai un peu des doutes effectivement sur l'horloge ou le calendrier. Par contre, des photos ou des trucs, ça peut être rigolo. Si ça bouffe pas de ressources à la limite, quand tu passes, je sais pas moi, de ton bureau à ta chambre, t'as une petite photo de famille ou quoi, bon, c'est toujours sympathique, ça coûte rien, quoi. C'est plutôt bien vu. Moi, non, j'ai une autre nouveauté de ce Apple Vision OS 26 qui m'a marqué parce que je trouve ça fou qu'on ait dû attendre Vision OS 26 pour l'avoir. C'est un problème que j'ai identifié dans le Vision Pro 5 minutes après avoir mis le Vision Pro. Et il a fallu 3 ans pour que Apple le corrige. C'est tout simplement... Mais je pense que les gens... moi, ma théorie, c'est que les gens qui travaillent sur l'Apple Vision Pro chez Apple n'ont pas d'iPhone. Ils ont tous des smartphones Android. C'est ma théorie. Parce qu'il suffit d'enfiler le Vision Pro pour se rendre compte que tu ne peux pas déverrouiller ton iPhone, puisque l'iPhone fonctionne avec Face ID. Ou alors, ils ont tous des iPhone SE de première génération. Mais tu ne peux pas utiliser Face ID pour déverrouiller ton iPhone, puisqu'il a besoin de voir ton visage, et la moitié de ton visage est couvert par le casque. Donc, c'était impossible. C'était obligé de le déverrouiller avec ton code de déverrouillage, ce qui n'est pas très Apple en termes d'écosystème. Et donc, grâce à Apple Vision OS 26, ils ont enfin trouvé la touche synchronisation entre l'iPhone et Vision OS. Et donc, vous pourrez, à partir du moment où vous avez Vision OS sur votre tête, pouvoir déverrouiller facilement votre iPhone. J'imagine qu'il utilisera le iID, donc l'identifiant biométrique du Vision OS pour déverrouiller votre iPhone, de la même manière que vous pouvez déverrouiller votre WatchOS avec l'iPhone et vice-versa. Enfin bref, tout ça fonctionnait parfaitement. Il y avait juste le Vision Pro qui n'était pas prévu qui s'intégrait pas vraiment dans l'écosystème d'Apple, donc c'est bien de voir Apple réagir. J'aime beaucoup le commentaire de Reda, mon logement étudiant a trop de gueule à 15K. Ah bah ça, les appartements pareils. C'est sûr que là tu vas pouvoir un peu pimper. Prendre de la valeur avec une horloge Apple accrochée au mur, même si c'est virtuel. On a vu aussi un peu des expériences partagées et les personas améliorés. Alors les personas améliorés, c'est devenu ça a de la tronche. Hein, quand même. C'est les personas normaux. Ouais. Avant, ils faisaient peur et là, Avant, c'est ils normaux. faisaient peur. On est sur quelque chose quand même d'assez réaliste. Vous en pensez quoi? Alors, ça vous fait flipper encore, vous ça? Voilà, le côté je sors de l'écran et je viens te bouffer un peu. Mais sinon... Tu veux faire un petit bisou numérique? La tête de ton collègue qui sort de la table de nuit au moment du réveil, ça peut faire... Attendez les gars, c'est quand même bien fait. Par contre, ça a l'air très bien fait. Il faut avouer les choses. Par contre, ça a l'air très bien fait. Surtout, Apple aurait pu avoir la crainte de la vallée dérangeante, Uncanny Valley en anglais. Le fait de, quand tu veux viser le réalisme à fond, il suffit d'un tout petit détail qui va pas pour que ça ait l'air, pour qu'on ait l'impression que ce soit vraiment très dérangeant. Là, il y a encore un peu ça dans les grimaces, bien sûr. mais quand même, le visage est vraiment, très bien modélisé. Et les bras, c'est ce que j'allais dire, c'est le fait. En fait, il a pas de bras, quoi. Ouais. Mais c'est. Oui, là, il y a les mains qui flottent, c'est Rayman. Mais à part ça, le visage est quand même vraiment très bien fait. Vraiment. Et on est alors, vraiment, là, l'exemple qu'il montrait là, c'est quand même vraiment pas mal fait. Là, le visage, il y a tous les détails et tout, comme si c'était une photo, une vidéo que tu regardais. Du coup, pour un avatar, c'est quand même pas mal fait du tout. Oui. On vient de loin sur les avatars en plus, donc. Mark Zuckerberg a fait beaucoup de mal dans le monde des avatars. Ça, c'était. Qui se rappelle du métaverse? Non, blague à part, oui. C'est toujours limité à. On attend toujours qu'il y ait des casques moins chers, on va dire, qui tournent sur Vision OS, donc c'est forcément toujours un peu limité les nouveautés qu'a présente Apple pour le moment. Mais c'est cool parce que toutes ces nouveautés-là, on les aura le jour où Vision OS deviendra accessible. Il y a Anthony 49 qui nous disait quelque chose d'intéressant et c'est un peu le futur, le rêve, un peu quand ils arriveront à miniaturiser tout ça et que ça deviendra juste comme des lunettes de vue classiques, ça risque d'être magique. Est-ce que zéro batterie, c'est possible quoi, tu vois, alors, c'est ça aussi, tu vois. Ou alors le jour où c'est possible, la batterie, falloir. Parce que pour le coup, les lunettes, faut que ça soit comme celles qu'on porte là. C'est exactement. Imagine tout ça dans tes lunettes. Ou alors tu te balades avec tes lunettes mais dehors, mais avec une batterie dans la poche, parce que l'Apple Vision Pro ou le casque de Samsung, c'est ça aussi, c'est une batterie que tu mets dans la poche et qui est reliée. Mais technologiquement parlant, déjà technologiquement parlant, on n'y est pas du tout, je pense. Il y aurait une sorte de Mac Studio en haut dans un coin qui sert de mainframe en fait du truc, que ce soit en streaming après, je sais pas. On n'y est pas encore sur les lunettes. Les lunettes, pour l'instant, l'usage c'est beaucoup plus. Enfin, il y a plein d'usages sur les lunettes différents, mais on est quand même sur des trucs d'appoint plutôt. Mais potentiellement, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu FaceTime du futur qui peut être très fort pour discuter avec des proches. Troisième nouveauté de Vision OS 26, c'est les manettes PlayStation VR qui sont compatibles. Alors pourquoi? Ça servira à quoi? Pourquoi maintenant? On peut se poser la question. Alors que jusqu'ici, je ne sais pas quoi. Alors.
Surtout que ce qui est marrant, c'est que Apple a promu un appareil qui ne nécessitait pas d'interface d'accessoires, pour interagir avec son interface, et que c'était une expérience qu'avec les mains. Et donc on commence à voir aussi les limites. Alors probablement que pour le jeu, les manettes PlayStation, elles sont probablement idéales pour ça. Ouais. En fait, il y a deux choses. Il y a je pense que c'est utilisé. Là, ils le mettent en avant pour du jeu vidéo, mais à mon avis, en fait, le vrai usage, il va être pour le monde professionnel. Les manettes PlayStation VR, Sony les propose aussi pour le monde professionnel. Ça permet il y a une vraie modélisation en 3D, en fait, pour toucher des vues 3D sur de la modélisation, etc. Sur de l'architecture, sur des choses plus sérieuses et dont je serais bien incapable de parler. Plus sérieuse que jouer au ping-pong. Plus que le monsieur qui joue au ping-pong. Ça permet vraiment de manipuler des choses de façon assez précise et beaucoup plus précise que la manipulation avec les doigts que le propose la Vision Pro. Donc il y a un vrai usage professionnel. L'usage pour le jeu vidéo, pour l'instant, le Vision Pro, à ma connaissance, ne propose pas vraiment. Il y a deux modes. Soit jeu vidéo qui tourne en 2D devant toi, et donc il n'y a pas besoin des manettes du PSVR 2, en mode vidéoprojecteur géant, un peu virtuel. Soit le mode comme il me propose là en réalité augmentée, mais du coup pareil, c'est pas vraiment ce que tu es en train de dire, c'est qu'en fait au-delà de cette possibilité technique, il n'y a pas la possibilité technique pour un développeur aujourd'hui de tirer parti à la fois de l'interface avec les manettes de PlayStation et du Vision OS pour faire une expérience de jeu vidéo qui soit plus profonde que simplement un écran. C'est ça que tu veux dire? Ouais, moi à ma connaissance, un Half-Life Alyx par exemple, tu peux pas le porter aujourd'hui, ou un Resident Evil VR, tu peux pas le porter aujourd'hui sur Apple Vision. Bon, Apple met naturellement à jour Vision OS 26. De là à rebooster les ventes de l'appareil, j'ai des doutes. C'est juste une continuité logique et normale de la part d'Apple. On n'a pas parlé de la fonction partage d'expérience où on peut regarder un film à deux sur. Effectivement, j'ai pas tout sélectionné. Hein. Non, mais facture à 8 000 € du coup. 8 000 € ton film. Bah oui. Faut deux casques. Enfin, faut pour une expérience. Ouais, ça commence à. 8 000 € la séance Netflix, ça commence à faire cher. Je sais que l'abonnement a augmenté, mais là. C'est vrai que sans les bras, c'est trop bizarre. Comment ça piquait. Sans les bras, c'est chaud. Il a juste les mains qui flottent et les bras, il a pas de bras. Il y a quelqu'un qui demandait d'ailleurs est-ce qu'il y a Beat Saber, et je crois que c'est le jeu où il faut en rythme. Mais très bonne question parce que c'est un jeu marrant. Mais quitte à y jouer, d'ailleurs, complètement. Quitte à y jouer, je sais pas si c'est l'expérience de la nouvelle application Games qui pourrait convaincre, mais enfin il suffit de prendre un MetaQuest ou quoi, 3S, qui est plus intéressant. Écoutez, merci les gars, et merci Omar d'avoir été avec nous. Tu vas. Ça y est, c'est bon. Ouais, mercato. C'est le mercato. La porte est par là. Il y a Hugo Cléry qui va nous rejoindre il a pour fait un petit geste en mode je coupe le casque. Je coupe sur Sony. Et du coup, on va parler macOS 26. J'ai vu pas mal de gens en parler dans le chat depuis tout à l'heure. Let's go. Ça va être l'occasion, donc j'ai envie de dire pour la transition, un petit jingle. Merci Omar à toutes. Sors la clé de cidre. Sors. C'est donc le moment guerre de t-shirt, c'est ça? Alors, oui, c'est vrai. Je crois qu'il y a une DA t-shirt, les gars là. Ils ont voulu faire un peu comme Apple, mais à la sauce t-shirt quoi. C'est la même marque, on est d'accord. Hein. Pas du tout. Enfin, c'est le même emblème, c'est la même référence. Salut, on m'entend bien? Salut, ça va? Comment ça va? Carrément. Je suis bien content d'être là encore. Ça fait 2 semaines de suite là. J'y étais pas depuis 3 mois. Et c'est là, vrai. Bah alors à la base cette semaine devait pas y avoir d'émission unlock. Hein. On a fait une émission un peu spéciale débrief d'WWDC parce que c'était hier. Tu couvrais pas la conf toi hier? Non, j'ai regardé après coup quoi. J'étais surtout sur les Summer Game Fest. Je regardais surtout les conférences dont parlait. De jeux vidéo. Tu me disais là, il y en avait une dizaine en l'espace de quelques jours. C'était assez, 1 milliard de jeux dans les wishlists. Il y a du taf. Hein. On va parler macOS 26, Hugo. Ouais. Déjà, on va découvrir ensemble quelques images de l'interface avec la DA Liquid Glass. Ouais. Et voir un peu ton avis à chaud. Toi, t'en penses quoi? Et Guillaume aussi et Cassim aussi. Vous en pensez quoi de cette intégration de Liquid Glass sur macOS? Beaucoup de gens ont fait la référence à Vista dès le début, à Windows Vista, parce que c'était le retour de la transparence, aussi du aéro du style graphique de Windows 7. Moi, je suis mitigé parce que c'est pas la révolution. Enfin, moi, je me souviens d'iOS 7 quand même. Les gens étaient choqués quand iOS 7 est arrivé. Genre, c'était hyper coloré, tout avait changé. Là, je pense que c'est une transition un peu plus subtile. Je vois pas non plus d'énormes différences. Après, voilà, si t'es vraiment à fond dans l'esthétique
à fond dans les détails. Quand on est vraiment, je sais plus qui disait ça, mais quand on est à se concentrer sur l'icône d'horloge qui fait un petit bing, bing qui se déforme un petit peu quand tu l'étires, c'est que vraiment on n'a pas énormément changé, quoi. Après, bon, moi j'attends de l'avoir entre mes mains, c'est comme chaque jeu vidéo ou chaque interface. J'attends de l'avoir entre mes mains et de l'avoir un peu à l'utilisation. On a vu des premiers screens, je sais pas si vous en avez pas encore parlé, mais de voilà comment tout ça s'imbrique quand tu es en multitasking, quand tu as plein de fenêtres. Oui. Et que tu as tes habitudes, ton workflow, je sais pas quoi. J'ai hâte de voir, quoi. Mais après, voilà, pour moi, c'est pas non plus si différent. J'ai toujours très appréciable, c'est toujours très appréciable d'avoir des mises à jour comme ça, mais voilà, voilà. Ils n'ont pas changé fondamentalement la philosophie de l'OS. Il y a pas, par exemple, le dock est toujours là, Finder est toujours là, il y a toujours la barre des tâches en haut à droite. Il y a toujours, On n'est pas perdu, quoi. C'est voilà. l'idée. Ils n'ont pas refondu un truc incroyable. Et alors, par contre, effectivement, cette capture, cette image officielle Apple du Mac tout en rose, waouh, celle-là, Steve Jobs, à mon avis, il ne l'aurait pas accepté. Il y a d'autres, Vraiment. il y a 2-3 cas qui sont montrés par Apple et qui sont sélectionnés qui sont des cas assez criards, quoi. Des couleurs où on voit pas, et qui fonctionnent pas du tout. Ça donne pas envie, vraiment. Non, pas du tout. Je veux dire, indépendamment du fait qu'on aime ou pas le rose, Tout à fait. c'est que ça donne, c'est pas un joli rose, c'est pas, ça marche pas, quoi. Toi, Guillaume, à chaud de Liquid Glass sur macOS quand... Écoute, moi, il m'enthousiasme autant que sur les autres appareils, donc, mais je dis pas ça de manière ironique. Je suis très très content de voir ça arriver sur les appareils demain. Je suis très très content. Après, il y a les mêmes problèmes qu'on a identifiés tout à l'heure et qui ont été soulevés, qui sont ceux de la lisibilité. Là encore, je pense que ce thème là du dock tout transparent, peut-être qu'on va l'activer une fois ou deux. Je doute très très fort que les gens aient envie d'icônes transparentes qu'on n'arrive pas à reconnaître, quoi. Surtout sur un Mac où il peut y en avoir vraiment beaucoup. Voilà, ça dépend des cas d'usage des uns et des autres. C'est très chouette à ça me tester. fait penser à aux ROM custom qu'on voyait sur Android à l'époque, où genre tu pouvais customiser toutes les icônes et en fait personne n'utilisait. Mais ouais, c'était un peu criard, quoi, un peu genre. Je sais pas combien ça a coûté à Apple, mais vraiment vous prenez 3 ou 4 personnes de XDA Developers, ils font ça gratuitement en quelques mois et c'est plié, hein, vraiment. On dirait effectivement les thèmes de MI8 d'il y a 10 ans, voilà. Parmi les autres nouveautés qu'on a sélectionnées, Hugo, il y a un niveau de personnalisation un peu plus poussé. Ouais. On voit que c'est Apple va petit à petit dans cette direction, alors tout en donnant un cadre, hein, mais c'est quelque chose qui peut être cool pour les utilisateurs. Ouais, carrément. Ça s'inspire aussi de Windows un petit peu, c'est-à-dire qu'on laisse un peu plus de latitude aux gens pour personnaliser leur centre de contrôle. La manière dont, un peu comme Windows fait maintenant avec le menu démarrer, ou qui a été très critiqué sur Windows 11, là on peut réorganiser un peu le centre de contrôle comme on peut le faire sur Android, aussi sur iOS. Donc en vrai, c'est cool de rajouter un peu plus de fonctionnalités là-dessus et de laisser un peu plus de latitude. Et surtout, macOS devient un peu plus ouvert à tous les types d'utilisation. Donc ça c'est cool, quoi. Et surtout macOS s'inspire du travail des développeurs. On va peut-être en parler après, mais notamment sur le launcher, sur Spotlight, où du coup on sent que macOS Apple va choper des petites idées par-ci par-là d'applications que les gens utilisent pour juste être plus productifs sur macOS, quoi. On en pense quoi de ça, de ce niveau de personnalisation qui est un peu plus poussé C'est du bonus, quoi. Ouais, on parle aussi des dossiers qui peuvent être avec tous les emojis qu'on peut mettre et tout, avec les couleurs. Le Finder qui a enfin quelques améliorations. J'avoue que je suis pas forcément le plus grand fan du Finder il est un peu, du Mac. je suis passé sur Mac il y a quelques mois là, il est un peu tristounet le Finder. Eh bien, tu pourras mettre des icônes roses sur les choses qui t'importent. Ouais, mais c'est con, mais c'est. Il est un peu. Tu vas là-dedans, t'es en mode bon, allez, c'est brut, quoi, et tu te démerdes avec tes fichiers, tes dossiers, et basta, quoi, tu vois. Ouais, il s'adapte un peu, quoi. Autre nouveauté, ça c'est quand même incroyable, c'est de l'app téléphone qui arrive sur Mac. Vous, en tant que peut-être pas en France, mais peut-être pas en France. Ouais. On sait pas. Vous, c'est un manque que vous ressentez ou pas? Est-ce que c'est quelque chose vous êtes dit mais c'est une aberration, ce serait hyper pratique de l'avoir au quotidien? Peut-être pas, peut-être que oui. Si vous l'avez, vous allez peut-être vous dire waouh, c'est game changer. Sous l'angle de la continuité, c'est-à-dire qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse le plus à chaque fois qu'ils présentent des nouvelles versions de macOS, c'est les nouvelles fonctions de continuité. Donc, c'est ces fonctions de synchronisation dans l'écosystème d'Apple, notamment avec l'iPhone. Et moi, c'est des trucs dont je suis assez friand. Alors, le téléphone, j'ai pas souvenir que ça m'ait manqué vraiment. On avait accès à l'application message qui était encore le plus important. Et on pouvait déjà accepter des appels sur son Mac, voilà, de façon assez transparente. Mais là, c'est bien d'avoir aussi une application dédiée. Je pense que ça va clarifier les choses, c'est quand même plus pratique. Globalement, moi, je suis assez favorable au fait que les applications de base d'Apple
soient exactement les mêmes sur tous ces OS pour que tu puisses vraiment les synchroniser d'un truc à l'autre et toutes les retrouver au même endroit. C'est quand même assez pratique. Il me manque encore des petits usages type contrôler. Je fais un petit parallèle, mais type contrôler Apple Music depuis ton iPhone. Enfin, l'Apple Music depuis ton Mac qui joue sur ton iPhone, par exemple. Ok. Des petits éléments. Non, mais des petits éléments où en fait t'aurais envie. En fait, ce que Spotify te propose de faire en fait déjà. Ouais, carrément, ouais. Et donc des petits éléments comme ça de synchronisation qui font toujours plaisir. Et en fait, dès que ça marche pas ou dès que tu identifies un manque, d'un coup c'est un peu criant. En cas d'usage, tu te dis ah mince, ils ont pas pensé à ce truc-là, alors que t'aurais envie que ça fonctionne, quoi. Mais dans les faits, concrètement, t'as ton app téléphone sur ton Mac et tu l'appelles et en fait ça l'appelle depuis ton téléphone ou ça l'appelle directement depuis ton Mac et c'est quoi? C'est le son de ton Mac qui sort ou alors comment ça va? Si ça marche comme aujourd'hui, parce que moi il m'arrive de décrocher à des appels sur le Mac et je trouve que vraiment en fait ce cas d'usage me paraît hyper bien. J'ai pas envie d'avoir tout le temps mon téléphone pour répondre et encore moins pour appeler du coup. Donc si ça peut être sur le Mac, tant mieux. A priori, c'est une espèce de transmission depuis l'iPhone vers l'appareil sur lequel tu utilisais. Enfin, l'appel passe pas directement par le Mac. Je pense que matériellement c'est pas possible avec les ordinateurs. Ça utilise la carte SIM de ton téléphone, mais après tout se passe depuis ton Mac en termes de pour le coup, transmission vocale. Ouais, c'est assez transparent. Il y a juste la petite notif sur l'iPhone qui montre qu'il se passe quelque chose ailleurs sur un autre appareil. Et ça marche plutôt pas mal. Moi, je me réjouis en fait vraiment d'avoir cet appareil parce que si je peux mettre de côté mon iPhone qui peut être source de distraction et je retrouve tout ce dont j'ai besoin pour bosser sur mon Mac. Comme ça, t'as tes distractions sur ton Mac, du coup. Exactement. Je déplacerai les distractions sur le Mac. Bon, tu centralises tout sur un endroit. Voilà, et après, tu peux tout mute et tout, mais. Hugo, tu me parlais tout à l'heure de Spotlight, qui est encore plus perfectionné. Alors, est-ce que déjà tu peux rappeler ce que c'est Spotlight et en quoi il va plus loin, mais il va vraiment plus loin, j'ai l'impression, cette fois-ci. Ouais, alors Spotlight, c'est ce qu'on appelle un launcher. Moi, je me rappelle, quand j'étais sur Windows, j'étais très, très jaloux des launchers sur Mac, et du coup, j'avais un truc qui s'appelle Launchy, je sais plus comment ça s'appelle sur Windows. Un launcher, c'est ce qui sert à lancer des applications. En fait, tu fais, alors c'est commande espace ou option espace. Ouais, c'est commande espace. Commande espace. Et là, vous pouvez lancer vos fichiers, faire des requêtes, lancer des applications ou autres. T'as pas besoin de faire cliquer sur le Finder ou cliquer sur une icône. Donc ça, c'est une des grandes propositions de Mac et maintenant qui est en vrai maintenant c'est dans PowerTools sur Windows. Donc tout le monde peut l'utiliser, mais du coup là maintenant il gagne un peu en intelligence. Tu peux faire des requêtes un peu plus poussées, ouvrir davantage plus de fichiers, combiner des requêtes ensemble. Du coup ça veut dire qu'il devient plus intelligent et surtout il s'inspire, comme je disais tout à l'heure, d'applications que les gens utilisaient comme Alfred ou Raycast, qui étaient des applications qui avaient plein de plugins différents où tu pouvais lui demander de faire de la conversion de monnaie, lui demander de faire telle ou telle tâche sur un fichier sans avoir à ouvrir un fichier ou autre. Là, il devient vraiment plus intelligent et plus utile au quotidien et surtout multimodal, on va dire, c'est-à-dire qu'il peut vraiment s'inspirer, utiliser plusieurs types de fichiers. Donc, en vrai, là, les gens qui disent Alfred ou Raycast peuvent se dire peut-être que maintenant, si c'est intégré à Mac, ça va être un peu plus utile au quotidien, quoi. C'est nouveau les petites icônes là à côté de la barre de recherche. Tout à fait, carrément. Ça sert à quoi? Ça sert à affiner un peu sa recherche, si ça sert effectivement soit à préciser ta recherche, ça sert aussi, dans le cas du dernier icône, à aller chercher ton historique de presse-papier. C'est aussi une des nouveautés de cette nouvelle version de Spotlight. Tu vas pouvoir aller chercher les éléments que tu avais copiés en presse-papier. Il va y avoir un petit historique. C'est des fonctions aussi qu'on retrouvait déjà dans Windows, mais effectivement mieux intégré nativement, et j'ai l'impression aussi, alors s'ils sont passés un peu plus rapidement dessus, mais je crois que ton Spotlight va évoluer en fonction de l'application qui est lancée et active. C'est-à-dire qu'en gros là c'est le Spotlight de base que tu as sur ton bureau Mac normal, mais si par exemple tu es dans Photoshop, si tu appelles Spotlight depuis Photoshop, tu vas pouvoir directement dire redimensionner, et il va comprendre que tu demandes à redimensionner dans Photoshop l'image que tu es en train de travailler. Et du coup, il y a une action qui va être mise en place. C'est ça. Après, là, je donne un exemple, mais évidemment, il faut que Adobe fasse le travail d'intégration. Mais oui, tu vas pouvoir le Spotlight de base, il va bosser dans tout macOS, mais si tu as une application de lancer, il va pouvoir aussi précisément faire des actions en fonction de l'application que tu as lancée. En fonction du contexte que tu as à l'écran, quoi. Et du coup, là, les développeurs, là, il a vu que c'était une conférence pour les développeurs, il faut que les développeurs intègrent ça à leur application dans l'API des actions, je sais plus comment ça s'appelle, ActionVerge, je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, voilà.
les gens pourront l'utiliser dans plein d'applications différentes, quoi. Pour le coup, c'est une des forces d'Apple, c'est que leur conférence, elle est très regardée par les développeurs. Ils ont des développeurs très fidèles et tu peux être sûr que là, entre cette présentation-là et la sortie de l'OS en octobre, il y a un certain nombre des grosses applications très populaires de l'écosystème Apple qui vont avoir été mises à jour pour tirer parti de ces nouveautés-là. Peut-être pas Adobe, justement, parce qu'Adobe, ils sont multiplateformes, mais des nouveautés, mais des OS, enfin des applications, pardon, plus spécifiques à l'écosystème d'Apple, quand même tierces, mais plus spécifiques à l'écosystème d'Apple. Tu peux te dire, et ok, ils vont tirer parti de toutes les fonctionnalités que Apple a lancées, quoi. Ça donne envie, tu t'imagines des usages là avec ce nouveau Spotlight, toi, Alors Guillaume, non ou pas seulement je les imagine bien, mais je pense même que de toute la conférence, c'est le truc le plus pragmatique et le plus concret, le plus grande source de productivité que j'identifie à ce stade, parce que effectivement, alors j'ai déjà un réflexe un peu à la Spotlight, moi-même sur l'iPhone, en fait je fais glisser l'écran vers le bas et puis je vais lancer mes instructions. Les menus de réglage sont, on l'a dit tout à l'heure, complètement ubuesques et compliqués à naviguer, et en fait je vais tout de suite chercher cette fonction dans les réglages, dans le Spotlight de l'iPhone, ça me permet de le retrouver facilement, et je suis très habitué à fonctionner avec des raccourcis clavier et avec des fonctionnalités de ce type. Moi j'y vois un énorme potentiel pour gagner du temps. Il faut voir, hein, il faut faire attention. Après, encore une fois, il y a peut-être des choses qu'on mesure pas, mais aujourd'hui moi Spotlight j'utilise pour ses fonctionnalités basiques, donc effectivement s'il est super chargé aux usages des applications qu'on utilise, franchement je me réjouis. Moi je pense que pour le coup c'est trop puissant pour moi, c'est-à-dire que moi je suis pas utilisateur de Recast et tout ça qui sont trop power user. Moi il me faut un truc un peu simple. J'espère aussi. J'ai l'impression que c'est quand même, ça reste relativement simple pour si t'as pas envie de te plonger. Le moins, quoi. Donc, il y a un truc quand même qui est hyper important sur cette fonctionnalité, c'est qu'il faut que ce soit hyper réactif. Les fonctionnalités de ce type, quand on les déclenche et qu'il y a un petit temps de latence d'une seconde, même d'une demi-seconde, on perd l'habitude de l'utiliser et on l'apprécie plus, ça nous sert plus à grand chose. Donc là, il va falloir que ça soit hyper réactif. Et en plus, il y aura un Apple Intelligence qui sera intégré, donc toutes les requêtes, genre résumé ou modifié ou autre. Ou reformuler, tout ça sera intégré à Spotlight, donc vraiment Apple Intelligence sera encore plus accessible, quoi. Autre nouveauté, on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est Apple Games aussi qui débarque sur Mac, et on disait vous disiez peut-être tout à l'heure qu'il y avait peut-être plus de sens sur Mac que sur l'iPhone, iOS. Pourquoi est-ce qu'on va avoir les mêmes jeux sur l'iPhone et sur Mac, ou des jeux dédiés au Mac? On en sait un peu plus sur ça ou pas? Alors, le but, c'est d'unifier un peu déjà toutes les plateformes Apple, enfin d'avoir qu'une seule plateforme pour à la fois le jeu mobile et le jeu Mac. Après, il y a certains jeux qui seront forcément que mobiles, qui sont vraiment pensés que pour le mobile. Là, ça a son sens parce que du coup, Apple veut un peu extirper le jeu vidéo de l'App Store pour avoir vraiment une application jeu dédiée, avoir son Steam à lui, quoi. Même si ça va être compliqué de concurrencer Steam, mais vu que le jeu est naissant, on va dire, sur Mac, ça a tout son sens sur la plateforme, quoi. Après, voilà, on en parlera peut-être plus en détail tout à l'heure, mais le jeu sur Mac, ça reste encore minoritaire, on va dire. On est à en gros, on va dire 2% à peine sur des joueurs PC sur Steam qui jouent sur Mac. Ah oui, d'accord. Du coup, on sent qu'il y a quand même des initiatives qui sont faites, ce genre d'initiatives aussi pour les développeurs. Là, on parle encore aux développeurs, mais là, sur Metal, qui est leur API graphique, du coup, là, ils veulent à la fois accélérer le ray tracing, c'est-à-dire, vous savez, ce traitement du rendu de la lumière plus réaliste. Donc, que les développeurs l'utilisent davantage dans leur jeu pour Mac, que les puces Mac soient plus à l'aise avec ce genre de technologie. On s'inspire aussi du DLSS de Nvidia, enfin bref. On sent que Apple essaie de rattraper petit à petit ce que propose le PC là-dessus. Écoute, on va voir si ça suffit. Il y a Cyberpunk qui est la grosse sortie Mac qui arrive, alors qui est arrivé là sur Nintendo Switch 2, mais qui arrive sur Mac probablement dans l'été. Donc là, ça va être un gros milestone, quoi. On l'aura quand? C'est quoi la date de déploiement? Alors, le calendrier, souvent c'est en retard. macOS arrive un mois après souvent le reste de l'écosystème. D'ailleurs, on l'a appelé macOS 26, c'est macOS 26, mais il a un nom. Il a un nom, je ne sais plus. Tao, pardon. C'est le seul OS qui a encore la distinction. Ils ont gardé cette habitude de donner des noms aux nouvelles versions de macOS. Donc ça, il reste un petit peu le vilain canard de la famille Apple. Il a ses particularités. Oui, il sort un mois après. En général, c'est octobre. Et c'est pas trop l'installer pour l'instant. Apparemment, il y a ça. Oui, d'une manière générale, vous l'aviez peut-être déjà dit. On l'a répété tout au long du live. C'était des bêta développeurs. Il y a quand même Will Technology qui nous fait une remarque intéressante. La compatibilité de macOS 26 est abusée car un iPhone 11 qui date de 2019 est compatible, mais pas le Mac. Donc j'imagine le Mac qui date de 2019 est pas compatible. Il y a un seul Mac qui est. Il garde.
En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que cette nouvelle version de macOS va être compatible avec la toute dernière génération de Mac qui utilisait des processeurs Intel. Et ce sera la dernière fois. Ils ont annoncé, là ils l'ont dit clairement, à partir de l'an prochain, la prochaine version, celle qui sortira en 2026, du coup, macOS 27, ne sera compatible qu'avec les puces Apple. Ce sera la fin de la compatibilité. La fin d'une ère. Complètement, c'est la fin d'une ère pour les Mac Intel. Et d'ailleurs, ils vont mettre à la retraite Rosetta, qui était la couche d'émulation qui permettait de faire tourner des logiciels Intel sur les Mac avec des puces Apple. Cette couche d'émulation va être mise à la retraite progressivement dans les années à venir. Il n'y a que les jeux vidéo qui vont y encore avoir le droit, mais tout ce qui est application, dans 1 ou 2 ans, si tu n'as pas mis à jour ton application pour tirer parti des puces Apple, tu ne seras plus compatible macOS, tout simplement. Tu n'existeras plus. Tout le temps, ça fait ça fait 5 ans et tout. Il y a énormément d'applications qui sont. Mais après, pour les anciennes, t'as raison, pour les anciennes applications. Et pour les jeux vidéo, ça sera compliqué parce que les jeux vidéo, ils doivent développer à la fois sur x86, donc sur Intel, et à la fois sur ARM. Donc c'est pour ça qu'il y a une exception. Apple laisse une exception là-dessus. Mais donc, c'est la fin d'une ère. Et donc, oui, pour le coup, ça me choque pas, j'avoue, sur macOS. Diront les. Limite, je suis presque choqué qu'ils aient encore gardé les Mac Intel cette année, tu vois. Oui, c'est clair. On va fermer la fenêtre macOS 26 pour en ouvrir une autre. Wow. Mais c'est des fenêtres un peu voisines. On va parler d'iPad 26 et vous allez voir, je pense que je ne me trompe pas quand je dis que les tablettes iPad vont ressembler de plus en plus à du Mac. On en parle tout de suite après le jingle. Alors c'est ce que j'ai pu voir dans plusieurs titres de presse, notamment sur Android. Les iPads qui, au pif, Android et numéro 1 parce que c'est la famille, les iPads vont ressembler de plus en plus à du Mac dans le fonctionnement. Pourquoi ? Il y a plusieurs fonctions qui nous font dire ça, notamment multi-fenêtre par exemple. Je sais pas qui veut en parler. J'ai pas du tout suivi, je vais découvrir avec vous. Ouais, on est. Je pense que toi qui es utilisateur d'iPad, parce que moi j'ai un iPad chez moi, c'est l'iPad mini, autant vous dire qu'il y aura zéro nouveauté. Il y aura aucune nouveauté qui va me concerner, donc je pense ou peu ou très peu. Je crois que ça marche quand même. Oui, mais. Après c'est lequel ? C'est le dernier, c'est l'avant-dernier du coup, c'est celui qui est. Oui, puis non mais enfin vu la taille de l'écran, j'ai des doutes. Le multi-fenêtre, c'est ça. Voilà. C'est exactement la même chose que tu peux avoir sur un Mac avec ton navigateur, etc. C'est le bordel qu'on voit à l'écran. Vas-y. C'est un peu le bordel qu'on voit à l'écran. En fait, c'est marrant, mais la phrase que tu as dite, en fait, on peut la prononcer tous les ans pour la nouvelle version d'iPadOS. Et à chaque fois, c'est pas complètement vrai. Et à chaque fois, on a des déceptions. Donc peut-être que là, pour le coup, ce sera plus vrai qu'avant. Mais on a quand même quelque chose qui est un peu différent par rapport aux précédentes années. C'est qu'on a l'impression d'une proposition de gestion, effectivement, de fenêtrage dans l'iPad qui, pour une fois, semble déjà fonctionner sur tous les appareils sur lesquels l'iPadOS est compatible. Ce qui est quand même une grosse nouveauté parce qu'avant, on avait des fonctionnalités un peu bidouillage qui permettait d'avoir du multi-fenêtrage, mais c'était pas dispo sur tous les iPads. Donc là, on a vraiment cette fonctionnalité qui semble, si jamais les promesses sont tenues, encore une fois, arriver et être complètement utilisable. C'est-à-dire qu'on va pouvoir lancer une fenêtre, la redimensionner un petit peu facilement, assez facilement la déplacer. Quand on va relancer une autre application, ça va bien se juxtaposer, c'est pas facile à dire, ensemble. Quand on va relancer une ancienne application, elle va revenir dans son format de fenêtre habituel. Et tout cela semble assez prometteur. Après, la question qu'on peut se poser, c'est que ça marche ou que ça marche pas. Pourquoi est-ce qu'Apple veut absolument remplir cette fonction de fenêtrage qui marche très bien sur macOS, sur l'iPad? Pourquoi est-ce que Apple veut absolument macifier ses iPads? Est-ce que finalement, ce qu'on veut d'un iPad, c'est pas juste avoir une application, la consommation de contenu, se concentrer sur un truc, aller à la limite 2 parce qu'on peut faire effectivement de la juxtaposition de fenêtres, dans certains cas, c'est pertinent. Mais il y a à chaque fois ce combat et cette volonté d'Apple de faire en sorte que l'iPad ressemble de plus en plus au Mac. Ça va loin, ça va jusque dans les menus en haut de l'écran dans une application donnée. Ça va dans le menu que j'appelle le feu tricolore, donc rouge, vert et orange, pour réduire la fenêtre ou la fermer. Donc ça va assez loin. Je sais pas dans quelle mesure est-ce que ça va satisfaire les gens, dans quelle mesure est-ce que ça va pas au contraire créer de la confusion. Moi je me réjouis, je n'ai pas d'ordinateur portable et j'utilise un iPad en appareil principal mobile au quotidien, donc tant mieux si je peux en faire plus, mais j'ai quand même
même des gros doutes pour le grand public d'arriver à tirer parti de ces fonctionnalités-là et surtout d'y voir clair dans la gamme. Est-ce que pour monsieur et madame tout le monde, ça va pas ruiner l'UX? Ça, je vous pose la question, tu vois. Alors, c'est vraiment ma crainte, moi, justement. C'est très clivant comme nouveauté. Il est l'explorateur de... En tout cas, justement, j'allais dire, en fait, j'étais en train de me remémorer, globalement, les 4 grosses nouveautés d'iPadOS 26, c'est systématiquement des choses qui viennent du Mac. En fait, vraiment, tout est résumé, tu peux tout résumer comme ça, et t'allais justement faire la transition vers l'explorateur de fichiers, c'est la même chose. Donc, l'application fichier qui existe sur iPad et iPhone. Donc il y a le Finder sur Mac et il y a Fichier sur iPad et Pourquoi iPhone. ça s'appelle différemment? Pourquoi ça s'appelle différemment? On ne sait pas. Eh bien, l'application Fichier ressemble de plus en plus au Finder. Ils ont ajouté, en gros, tu vas pouvoir drag and drop justement pour garder en favori des fichiers dans ton dock qui ressemble du coup de plus en plus au dock du Mac. Tu vas pouvoir avoir la possibilité de personnaliser les dossiers à la même façon que la nouvelle version de Mac. Et tu vas pouvoir régler la vue aussi en liste pour pouvoir beaucoup plus la filtrer, trier par taille, etc. Exactement comme tu le ferais sur Mac. Donc vraiment, on a de plus en plus de nouveautés qui viennent de Mac. Rapidement, pour revenir sur le système de multifenêtrage, en plus, on voit à quel point c'est un truc sur lequel Apple galère, puisque ça fait 3, 4, 5 ans que Apple, chaque année, change complètement la façon dont gère les fenêtres, à la fois sur Mac et sur iPad. Il y a eu Stage Manager l'année dernière, je crois, et l'année d'avant, c'était encore une autre fonction. Ils ont fait et à chaque fois, ils se plantent dessus. Là, j'ai l'impression que pour le coup, ça a l'air... En tout cas, ça me donne plus envie que Stage Manager. Dès la présentation, je sentais que c'était inutilisable. Là, ça donne plus envie, d'autant plus qu'ils ont présenté le fait que tu puisses brancher ton Mac sur un moniteur externe et le multifenêtre fonctionne à nouveau. Et à ce moment-là, on est vraiment quasi en présence d'un Mac à partir du moment où tu branches ton iPad sur un moniteur externe. Et je voulais revenir peut-être sur une autre nouveauté du multitâche. J'arrive pas à lire le commentaire en même temps, mais du coup, je vais rapidement le dire. Il y a cette nouveauté qui est de pouvoir faire du vrai multitâche, c'est-à-dire d'avoir une tâche qui tourne en fond. Notamment, par exemple, pour chez nous, les personnes qui sont dans l'équipe vidéo, de faire un export de vidéo. T'as fini ton montage sur Adobe Premiere ou machin, t'as la vidéo qui est en train d'être exportée, donc c'est une tâche qui est très longue et très lourde. Tu peux dire, ton iPad va automatiquement se dire, ok, ça je peux le faire en arrière-plan, tu peux continuer d'utiliser ton iPad pour d'autres choses. C'est du vrai multitâche, c'est une fonctionnalité très puissante et c'est une fonctionnalité qui vient évidemment du Mac. Et qui va servir pour le monde pro sur l'iPad, pour le coup, qui est très concrète, quoi. Mais je sais pas si c'est du vrai multitâche, justement, et c'est là encore où on est cette espèce d'hybridation des systèmes d'exploitation qui rend les choses un peu illisibles. C'est que cette tâche d'export, effectivement, au background, on peut en imaginer plein d'autres, il y en aura sans doute, mais c'est pas aussi simple que du multitâche de macOS. Non, il faut que ce soit sur mesure, c'est spécifique, voilà, et c'est une pour rester petite optimisé. Fenêtre qui apparaît différemment. Pourquoi diable est-ce qu'Apple propose pas d'installer macOS sur un iPad au bout d'un moment, voilà, quoi. Est-ce que ça prépare pas le terrain pour des MacBooks avec écran tactile, quoi? Ça, c'est toujours la question éternelle. La question éternelle. Il y a l'application aussi aperçue qui débarque. Exactement. Alors ça, c'est autre nouveauté qui vient du Mac. Ça vient du Mac, et ça, moi j'adore. C'est le Mac, j'adore. Ça marche je le bien. dis, Ouais, ça vas-y marche au bien. effort. Ça marche bien. C'est quand même cool d'avoir ça sur iPad, je pense. Quand Et même. surtout, du coup, pour les gens qui savent pas, donc c'est ce qui permet d'ouvrir un fichier sans ouvrir un logiciel lourd. C'est une application qui est très légère, ça permet d'ouvrir des images, etc. Faire quelques retouches, quelques éditions. Ça permet surtout, et ça va être ça le cas d'usage, je pense, principal sur iPad, c'est de signer des PDF. C'est trop bien. Annoter un PDF. Ouais, c'est quand même. Ça va être quand même le côté bien pratique. Absolument. Enfin, ça achève de me convaincre. C'est un truc qui te manquait sur. Ça me manquait pas au quotidien parce que j'ai une utilisation de l'iPad qui est respectueuse de ce que Apple veut que je fasse de l'iPad, donc je suis très gentil. Mais si on me propose effectivement d'aller plus loin, typiquement, encore une fois, moi c'est mon appareil principal, ça remplace un MacBook par exemple. Tant mieux, c'est génial, c'est vachement bien. Mais pourquoi c'est pas macOS? Oui, c'est clair. Je sais pas. On va avoir le temps de faire des rebonds sur ça sur Frandroid. Je vais te reremercier Hugo d'avoir été avec nous. On te retrouve quand? On te retrouve cette semaine en matinale ou pas? Pas du tout. Ok, très bien. J'adore ce genre de réponse. Pas du tout. Allez, je me fais pas chier cette semaine. Bon, écoute, merci beaucoup, Hugo. C'est un bon week-end. On va passer au dernier segment de cette émission. On va parler WatchOS 26 avec le bon Geoffroy Husson avec un jingle. Salut le bon Geoffroy, comment ça va? Greg, ça va et toi? Ouais, au calme. Salut Guillaume, salut Cassim. Pépère, hein. On a 10 dernières minutes tous ensemble pour parler WatchOS 26. C'est la première fois que j'arrive et qu'on est en avance.
On est en avance, c'est ça qu'on est en avance. On a Ah bah alors, une minute 15. Je peux parler des AirPods pendant 2 minutes. Non, roi du silence pendant une minute. C'est vrai que en termes de timing, je savais pas. On a à peu près bien jaugé les segments, donc ça c'est plutôt cool. C'est vrai qu'on a 2-3 minutes d'avance. Tu aimes ça quand il y a de l'avance? Moi j'aime bien. J'aime pas quand on est en retard. Mais en vrai, un live en plein après-midi, c'est pas grave, ça change pas grand-chose pour l'heure de rentrer le soir. Le timing est très important, surtout quand on s'occupe des montres. Exactement. Qu'est-ce que c'est La précision. Transition toute faite, WatchOS 26 qui a quand même reçu quelques nouveautés sympas. On parle notamment de Workout Buddy. Ouais, alors la première nouveauté quand même, c'est WatchOS 26. Oui, Je vais c'est pas 26. refaire tout le truc. Ouais, c'est 26. Et puis vous connaissez Liquid Glass, Alors, Liquid Glass, Oui, qui est intégré aussi sur. qui est intégré, qui est faut- beaucoup plus discret. faut on va dire. zoomer, hein, Un Ouais. bouton Faut retour zoomer, en haut à on le gauche. voit vite fait sur le Il est- bouton retour. voilà. On le voit également là sur l'autre écran. Je crois qu'il y a un moment. Enfin, on plus le subtil, voit hein. sur le Smart Stack aussi, donc le défilement intelligent. Là, les 4 icônes sur lesquelles on va revenir un peu plus tard aussi. Bref, il est Oui, mais beaucoup c'est plus pas discret louche, sur Apple Watch que effectivement, ce qu'on a sur iOS clairement. Ouais, c'est. Sur WatchOS, c'est quand même. Grosso modo, ça change pas grand chose. Faut dire qu'on a un fond noir, donc ça va pas changer grand chose. Effectivement, la grosse nouveauté dont tu as parlé, c'est Workout Buddy, donc compagnon d'entraînement qu'on pourrait traduire. Mon Une pote, fonction- le poteau d'entraînement. Le poteau d'entraînement, qui est en fait une fonctionnalité, alors qu'on va retrouver globalement déjà chez pas mal de constructeurs. Typiquement, quand on va aller courir par exemple, on peut avoir des rappels tous les kilomètres dans des écouteurs, combien est-ce qu'on a fait sur ce kilomètre, quelle allure, la fréquence cardiaque moyenne, pas mal de données qu'on va avoir sur ces trucs-là. Là, l'avantage, c'est que ça va être généré déjà avec pas mal de nouveautés par IA. Donc, Ok. avec des voix qui vont être générées et qui sont copiées sur les voix des coachs qu'on va avoir dans Apple Fitness Plus. Ça peut être plutôt intéressant. Et en fonction aussi de votre entraînement et de votre historique d'entraînement aussi, donc des précédents entraînements. Par exemple, il pourra vous dire c'est le kilomètre le plus rapide que vous ayez fait sur ces 100 derniers jours. Par exemple, bravo, tu as accompli 100 km ce mois-ci. Ça fait beaucoup 100 km, mais bravo, tu as fait 100 km ce mois-ci. Ou bravo, c'est la première fois que tu as dépassé une distance de 10 km sur un entraînement. Donc on va avoir des trucs qui vont être assez contextualisés. Honnêtement, je pense que c'est plutôt gadget et c'est des trucs qu'on va de toute façon retrouver derrière. Moi, j'ai tendance justement à vouloir avoir envie d'écouter le moins possible ce que va me dire ma montre pendant que je cours, parce que c'est quand même assez frustrant d'avoir sa musique ou son podcast qui va être mis avec un volume plus bas le temps de couper le truc. Je suis pas hyper fan de l'audio là-dessus, mais si c'est bien implémenté, pourquoi pas. S'il y a des données qui sont vraiment pertinentes, pourquoi pas. À noter quand même que ce sera disponible que en anglais et que sur WatchOS 26 aux États-Unis au lancement. Donc ça arrivera d'accord. sûrement en français derrière. On a des infos sur ça, sur le déploiement en France. On n'a pas d'infos pour l'instant. Il précise juste que c'est aux États-Unis et en anglais uniquement. J'appelle Nicolas Lelouch Voilà. tout de suite. Après, compte tenu de l'IA d'Apple, c'est de l'IA. On sait que ça peut prendre plus ou moins de temps et que ça peut être plus ou moins bien implémenté. Je crois que vous en avez déjà pas mal parlé. C'est gratuit d'ailleurs. Ce sera gratuit. Ouais, c'est pas Fitness Plus, c'est Alors, pas c'est pas lié. Fitness Plus, mais en Ouais. fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un côté Fitness Plus arrive également sur les activités en extérieur. Parce qu'en fait, Fitness Plus, c'est essentiellement basé sur c'est vrai. vous faites de la gym chez vous devant votre télé ou devant votre Ouais, bien iPad ou voilà. Là, grosso modo, l'idée, c'est d'avoir quand même des retours façon Fitness Plus, Ouais. ce qu'on verrait sur le téléviseur, mais pendant les activités de vélo, de course à pied en extérieur. Donc, enfin, de vélo, encore une fois, je vous rappelle, on n'a pas le droit d'écouter et d'utiliser un casque ou des écouteurs à vélo, mais voilà, sur de la course à pied, par exemple, c'est plutôt marrant. Voilà. Toi, Guillaume, je vois que tu as une Watch Ultra, tu fais du sport ou pas avec, Je suis typiquement dans le cas que tu viens de décrire, c'est que je cours assez régulièrement et ça m'insupporte d'avoir une voix qui me dit simplement tu as franchi ton premier kilomètre, tu as fait tel temps. En fait, ça m'énerve. Typiquement, ça me coupe dans le podcast. Et donc, effectivement, en voyant la conf, c'était typiquement cette expérience que j'avais, c'est que je ne veux pas de ça. Et pourtant, c'est dommage parce qu'ils ont sans doute plein de données qui sont géniales et on aimerait avoir un petit récap de la course qui pop avec une notification qu'on peut aller lire ou pas dans l'application santé. En fait, de manière générale, quand on parle de Liquid Glass ou de ses fonctions de sport, là, de compagnon, de poteau de sport dans la montre, moi, ça me donne un peu l'impression que WatchOS, c'est un peu le parent pauvre et que l'équipe de développement de WatchOS, ils leur ont dit, bon, allez, les gars, vous cochez les cases, hein, Apple Intelligence, Liquid Glass, vous en mettez votre paquet. Et finalement, j'ai l'impression que ça reste assez pauvre, quoi. Bah, en fait, l'IA dans le sport, c'est un truc qu'on voit de plus en plus. Hein. L'intégration de services de bilan d'IA, grosso modo, sur les montres connectées, on l'a eu avec Samsung, on l'a eu avec Garmin depuis
depuis quelques mois avec leur offre payante Garmin Connect Plus. On l'a chez Strava aussi avec leur offre payante. C'est quand même des données qui pour l'instant sont relativement pauvres et qui vont pas ajouter grand chose par rapport à ce qu'on aurait nous-mêmes en lisant les données. Une fois qu'on a fini sa course, on voit de toute façon qu'on va avoir son record perso sur 5 km ou sur 10 km, ou on va avoir un trophée parce qu'on a fait la course la plus longue jusqu'à présent. T'as pas envie d'avoir un doublon dans tes oreilles. Voilà, j'ai pas envie forcément d'avoir de doublons. Et le gros problème d'Apple, c'est que quand même, ils ont beaucoup de données perso, que ça soit le sommeil, que ça soit le stress, que ça soit tout ça. Et pour l'instant, ce que je leur reproche, c'est que c'est quand même mal implémenté dans un cadre sportif. Et c'est un truc que Maxime, qui avait testé la première Apple Watch Ultra, déplorait déjà, c'est qu'en fait, Apple utilise beaucoup de données, mais ils ont du mal à les intégrer dans un cadre sportif pour dire, par exemple, voilà, vous n'avez pas forcément suffisamment bien dormi cette nuit, donc on vous recommande un entraînement qui serait plutôt un entraînement de récupération aujourd'hui. Enfin voilà, tout a du mal à s'imbriquer encore avec le cadre sportif. Autre nouveauté, un peu plus à la marche, l'interface d'entraînement qui a été un peu repensée. C'est quoi comme type d'évolution graphique qu'on a là, alors C'est l'évolution qu'on va voir là sur l'écran qui va être affiché. Alors c'est pas sur celui-là, déjà on retrouve Training Load, voilà, c'est sur celui-là. On voit 4 icônes tout autour du menu lancer l'entraînement. Et en fait, sur ces 4 icônes, il y en a une en haut à gauche qui va permettre de fixer, enfin grosso modo, on va avoir celle en haut à gauche va permettre directement de modifier les données qu'on va avoir sur sa montre pendant l'entraînement. Ce qui est plutôt intéressant, c'est des menus qui existaient déjà par le passé. Mais là, je trouve que c'est plutôt simplifié. Celle en haut à droite, ça va permettre de planifier justement un programme. Donc, une course avec du fractionné, des intervalles, des objectifs, etc. En bas à gauche, c'est pour la musique, pour gérer directement les médias. Alors, a priori, de ce que j'ai compris, c'est uniquement avec Apple Music et avec Apple Podcast. Donc, si vous utilisez d'autres applications, ce sera pas compatible. Et en bas à droite, je sais plus exactement, je crois que c'est pour les alertes, justement. Est-ce qu'on va avoir des alertes tous les kilomètres, qui va faire un bilan et tout ça. Ça change pas fondamentalement tout ça, mais ça va simplifier un petit peu l'aperçu. C'est des trucs qu'on va retrouver sur la plupart des mondes de sport en vrai, qui étaient déjà disponibles par le passé, mais là c'est un peu mieux intégré. Alors, il y a un nouveau geste aussi qui a été implémenté, ça s'appelle le Wristflick. J'ai l'impression de parler allemand là. Alors ça sert à quoi? On le voit, c'est ce geste, tu fais pivoter un peu ton poignet. Ouais. C'est pour renverser un verre d'eau sur quelqu'un. Comme ça, je crois que c'est. En fait, je trouve que le geste est bien pensé. En fait, c'est pour rejeter une notification. C'est-à-dire qu'on avait déjà le double tap comme ça qu'on avait sur les montres Apple depuis 2 générations, depuis l'Apple Watch Série 9 et la Ultra 2, et qui permettait, notamment grâce à la puce Apple S9, de gérer un peu mieux toutes ces fonctionnalités de contrôle gestuel par IA, etc. Donc ça va reconnaître grosso modo le geste que vous faites comme ça et dire non pas j'accepte une notification qui elle se fait via le double pincement, mais je rejette un appel, je rejette une notification, je veux pas l'avoir. Typiquement, vous êtes en train de courir, vous avez un message WhatsApp qui va masquer votre truc, vous faites ça, vous aurez plus le message WhatsApp et vous pourrez retourner à vos données d'entraînement. Ça peut être intéressant. Ou vous êtes occupé, vous faites autre chose, vous avez pas le temps, vous êtes en réunion, vous pouvez pas répondre à un appel téléphonique, vous faites ça passe à autre chose. Donc pourquoi pas? C'est un truc que propose paradoxalement Huawei depuis ces nouvelles montres, les Huawei Watch Fit 4 et Fit 4 Pro, qui proposent justement ce geste-là précisément. Ils avaient déjà le double tap et ils avaient aussi le pivot pour rejeter une notification. Donc, incroyable. Quentin qui nous dit il y avait ce geste il y a longtemps sur la première Huawei. Donc là ils l'ont encore et ils l'ont réintégré. C'est un geste qui est plutôt pratique et je trouve qu'il fonctionne bien. Donc à voir comment ce sera repéré. Et encore une fois, si c'est comme les gestes qu'on avait déjà sur les Apple Watch, donc à savoir le double pincement, ça va pas changer votre vie. Ce sera intégré uniquement dans quelques applications et vous pourrez pas l'utiliser par exemple pour revenir au cadran de base. Enfin, ça reste un petit geste en plus, pratique, mais que vous n'utiliserez pas nécessairement tous les jours. Toi, Guillaume, tu serais la cible de ce genre de fonction? Bah oui, mais à fond, mais bien sûr. Non, je pense que c'est une habitude qu'on peut prendre assez rapidement. Effectivement, le double pincement, ça peut être malin. On a très vite le réflexe. Là, je l'ai fait tout à l'heure. J'avais une notif de masquer sa montre pour voilà. Mais oui, c'est vrai. Alors, ça aurait pu juste faire. Théoriquement, j'aurais pu effectivement la dégager comme ça. En fait, c'est marrant parce que c'est vraiment des petits détails dans l'Apple Watch et dans WatchOS qui montrent que leur produit, malgré tout, il a un bon consensus d'usage. Ils sont arrivés à une forme de maturité telle que rajouter des trucs pour rajouter des trucs, ça ne nécessite plus forcément. Ça me fait penser, l'an dernier, ils n'ont pas sorti de nouveaux modèles d'Apple Watch, ils sont restés à l'Apple Watch Ultra 2, ils n'ont pas sorti de 3, ils ont sorti une 2 noire, titane noire, voilà, mais par contre la Ultra, ils ont gardé la version 2 qu'ils avaient avant. Je trouve ça plutôt malin. Au bout d'un moment, ça montre aussi qu'il n'y a peut-être pas besoin d'itération tous les ans. Je sais que c'est un truc qu'on commence à dire un peu de manière récurrente dans ces conférences, c'est est-ce qu'il y a besoin finalement d'innovation tous les ans si jamais les usages ils sont déjà satisfaits, surtout compte tenu des enjeux surtout pour les OS, on sent qu'il y a ça, quand même plusieurs classes d'OS chez Apple. Il y a macOS et iOS qui sont les gros OS vraiment centraux.
Et après, par exemple, tvOS et watchOS, souvent. WatchOS, il y a des belles nouveautés, et notamment dans le domaine sportif, il y a eu des belles nouveautés ces dernières années. Oui, mais ça dépend. Je trouve que ça dépend des. Est-ce que ça mérite un nouveau modèle pour autant? C'est ça. C'est juste Entre la série 9 et la série 10, par exemple, il y a très peu de différence. Elle est effectivement un peu plus fine, l'écran est un poil plus bord à bord, mais c'est à peu près tout. Il n'y a pas besoin, effectivement, il n'y avait pas besoin d'Ultra 3 l'an dernier, compte tenu des innovations qui ont été apportées à la série 10. Éternel débat qu'on a aussi sur le marché du smartphone. Hein, évidemment, et en même temps, c'est pour se faire un peu le contre-argument de ce qu'on est en train de dire ensemble, c'est que en même temps, si tu es Apple et que tu n'annonces pas un nouveau truc, si tu fais pas un geste autour de WatchOS, autour des possesseurs de montres ou de ceux qui veulent l'acheter pendant ces conférences-là, tu mets à côté d'une opportunité commerciale finalement. Donc c'est là où on est sur un exercice de communicant, encore une fois, sur ces conférences, et il faut qu'ils adressent le fait qu'ils vendent des montres aux gens. Après, c'est aussi pour ça que c'est vachement intéressant d'avoir mis des mises à jour comme WatchOS, WatchOS est disponible sur la plupart des Apple Watch, voire quasiment toutes. C'est ça qui est vachement intéressant, c'est que l'air de rien, certes, il n'y a pas de grosses nouveautés matérielles, mais tous les ans, on va avoir des nouveautés logicielles qui vont améliorer les fonctionnalités de la montre. Et en termes de modèles compatibles et date de déploiement sur WatchOS 26, on a des infos ou pas, Geoffroy? Alors, date de déploiement, ce sera plus tard dans l'année, donc a priori à l'automne, pour la version finale, comme tous les ans, probablement autour du lancement de l'Apple Watch série 11. On va avoir une version bêta qui sera disponible le mois prochain. Okay. On a déjà une développeur preview qui est disponible pour les développeurs. Et ensuite, les montres compatibles, c'est simple, c'est les mêmes montres que celles qui pouvaient profiter de WatchOS 11 l'an dernier. Okay. Donc, toutes les montres, à partir de l'Apple Watch série 6, donc toutes celles qui sont sorties depuis 2020, à l'exception de l'Apple Watch SE 2020, qui elle n'avait pas le processeur qui permettait de faire tourner déjà à l'époque le WatchOS 11, mais toutes celles qui avaient déjà WatchOS 11 pourront passer à WatchOS 26, donc c'est vachement bien, ils en laissent aucune sur le carreau. En revanche, il y a quelques fonctionnalités qui seront pas disponibles sur les modèles qui sont un peu moins récents. Donc pour les Apple Watch qui auront toutes les fonctionnalités, on a l'Apple Watch Ultra 2, l'Apple Watch série 9, l'Apple Watch série 10. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les fonctionnalités, il y a des fonctionnalités qui vont nécessiter un cœur avec, un processeur avec des NPU. Donc tout ce qui va être suggestions intelligentes pour les messages qu'on n'a pas abordé, mais grosso modo, dans l'application Messages, vous aurez des suggestions derrière de réponses. Il faudra ces trois montres-là. Pour, pareil, le geste dont on a parlé pour virer, il faudra l'une de ces trois montres-là. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ça, c'est un peu dommage. Ça, c'est la raison, en vrai, pour laquelle ils avaient sorti l'Apple Watch Ultra 2, parce que l'Apple Watch Ultra n'avait pas le processeur capable de faire le double pincement. Donc, ils ont sorti l'Apple Watch Ultra 2 qui n'apportait quasiment rien, si ce n'est ce processeur-là, pour le double pincement. Et pour éviter de mettre sur le carreau des gens qui avaient qui voulaient une Apple Watch Ultra et qui, derrière, auraient dû prendre une Apple Watch Ultra moins puissante que l'Apple Watch série 9 ou série 10. Donc voilà, ces deux fonctionnalités-là nécessiteront les trois dernières montres, mais sinon toutes les fonctionnalités dont on a parlé, que ça soit Liquid Glass, que ça soit la nouvelle application d'entraînement, etc., ce sera disponible sur l'Apple Watch série 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Pardon, je me faisais la réflexion que s'ils n'avaient pas proposé de mise à jour pour WatchOS, je pense que les utilisateurs se seraient inquiétés en disant mon Dieu, est-ce qu'Apple abandonne WatchOS, qu'est-ce qui se passe, etc. Alors que pas du tout. Et puis je me suis fait la réflexion que chez Apple, tous les OS ont un nom, sauf du coup justement celui des AirPods, enfin l'OS audio, enfin le firmware. En fait, c'est plus un firmware qu'un vrai OS. Tu veux en parler? Mais oui. Non, mais il y a absolument rien de nouveau. Hein. C'est juste. Tu veux en parler des écouteurs? Je sens qu'il depuis le début. Il y a juste une mise à jour. C'est juste que la qualité d'enregistrement va être améliorée. Quoi. Globalement, ça s'arrête là. Hein. C'est très bien. Ce qui est pas une mince affaire. Ce qui est pas une mince affaire parce que c'est très compliqué sur les écouteurs. Le profil Bluetooth, donc le profil, c'est-à-dire la partie du Bluetooth qui gère le transfert audio d'un appareil à l'autre et donc des écouteurs vers le téléphone, c'est un profil qui est de très mauvaise qualité. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui sur des écouteurs Bluetooth on a une très mauvaise qualité audio en captation, c'est parce que le profil est pas bon. Donc si Apple a réussi à améliorer ça, c'est déjà un très très bon point. On nous promet une qualité d'enregistrement studio. J'ai hâte de voir. Testé bientôt par Android sur Android.